de retour pour la troisième fois. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Alors, je vous explique techniquement ce qui se passe. À chaque fois que j'invite Mamedy Doukara, qui est l'invité du jour dans ce live Glad One Live Talk Show, et donc j'ai de nouveau lancé l'invitation. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci pour les petits coucous et les cœurs que je reçois déjà. Et il a rejoint la diffusion. Ah bah voilà, c'est parfait. Alors attends, je vais régler juste ma hauteur. Que tu sois dans le cadre. Donc, vous l'avez compris, le principe justement d'être en direct et dans ce live, c'est pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, pour recadrer tout ça, moi je rappelle, moi je suis ancienne sportive de haut niveau, médaillée internationale, retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, je suis coach experte en neurosciences. J'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière dans cet esprit, justement. J'ai créé non seulement le podcast, mais aujourd'hui, il a évolué en devenant un live. Et pour libérer la parole, vous pouvez poser vos questions en direct aux champions que l'on reçoit. Justement, aujourd'hui, dans ce live du moins, c'est un chercheur d'or. Ça tombe bien, puisqu'il est l'auteur d'un projet du même nom, exposé à Londres, mais aussi en France, champion du monde de taekwondo en 2001. Il est 3 fois médaillé de bronze au championnat d'Europe, retraité des pistes et des tatamis depuis 2016. Pour autant, vous allez voir sur son Insta, c'est une machine. Physiquement, là, d'habitude, nous, ça change, mais dans le mauvais sens, lui, il s'est upgrade, tu vois. C'est fou. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Mamedy Doukara. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de me recevoir. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Merci de me recevoir. Oui, chez moi. Exactement. Je sais pas recevoir, donc j'ai pas fait les petits fours et j'ai pas encore préparé ce qu'il fallait. Écoute, on verra ça une autre fois. Peut-être qu'on se verra en direct et qu'on aura l'occasion de fêter ça ensemble. Mais c'est un vrai plaisir de t'avoir dans ce live. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on s'est connus il y a quelques années grâce à un super projet que tu as initié qui s'appelait Reflet, qui était plein de couleurs. En fait, le principe, c'était justement de montrer les deux faces de sportifs de haut niveau. Ensuite, il y a eu un énorme projet qui s'appelait Chercheur d'or. Et au-delà de partager, j'ai envie de dire, de l'émotion à travers tes photos, moi, j'ai envie de te dire merci parce que moi, j'ai une expérience inoubliable avec toi, puisque non seulement on est devenus amis, mais en plus, je suis devenue amie avec la coiffeuse, avec le maquilleur, avec la styliste, voilà. Donc, quand on rencontre Mamedy Doukara, en fait, c'est plus une expérience photo, c'est une expérience de vie. Et j'ai l'impression que justement, c'est un peu ton leitmotiv, quoi. Toi, la vie, il faut l'expérimenter à fond, tout le temps, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que j'ai un peu raison de dire ça? Oui, disons que quand je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Donc on me connaît beaucoup pour ça. Et je suis un passionné. Je suis un passionné, donc par défaut, je me donne pas de limite en fait dans mon épanouissement. Et je pense que les gens qui sont autour de moi me ressemblent indirectement aussi. Et donc pour le coup, quand il y a des connexions, elles se font facilement entre passionnés. Alors, avant d'en arriver à la photo, puisqu'il s'agit de ça, on va revenir sur ton parcours, puisqu'il est riche, 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 riche. Et ce parcours, il commence avec l'histoire de ton père, en fait. C'est lui qui, dès le départ, te donne envie de faire du taekwondo. Tu commences à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du taekwondo plus qu'autre chose? Bah, à 7 ans, je vais pas mentir et dire que j'étais passionné, que j'étais guidé par l'envie de faire du sport. Non, c'était simplement, j'étais content en fait de suivre mon papa au sport, tout simplement. C'était plus peut-être le fait de l'accompagner dans une activité, ça me plaisait énormément. Ça aurait pu être une autre discipline et j'aurais connu peut-être un autre parcours, mais là c'était le taekwondo. C'était un peu peut-être le prétexte pour qu'on se retrouve dans ce moment particulier. Et je dirais que la passion, elle est venue beaucoup plus tard, avec l'âge, en grandissant, en comprenant les choses, en comprenant les règles du taekwondo. Et donc là, à ce moment-là, je dirais que la passion, elle est vraiment venue, la passion pour le sport, au-delà du contexte, elle est venue à partir de mes 14 ans. C'est là où j'ai également entamé ma première compétition. Première compétition, 14 ans, tu t'en souviens, elle était où? Euh,
je me souviens plus. Euh, je Elle a me pas souviens plus. Non, 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 non. En fait, je me souviens de la compétition, mais je ne me souviens plus du lieu. C'était un championnat départemental pour se qualifier pour les championnats de France. Et ça m'a vraiment, quoi, l'adversaire m'a traumatisé. Ouais, parce il était assez spécial, des grands yeux, il criait fort. Et c'est là la différence justement entre le club où tu es dans un environnement sain et où on va t'aider à aller à la performance et la compétition où tu es dans un terrain hostile finalement et même si tu as été préparé, t'es jamais préparé finalement à ce que tu vas avoir comme type d'adversité en fait en compétition. Donc pour le coup, c'était une découverte et en même temps un choc pour moi pour la première. Mais une fois que j'avais passé justement ce cap de la première et d'avoir vu un peu le contexte finalement dans lequel ça se réalise, euh, sur celle d'après, bah j'ai réussi l'essai puisque j'ai remporté les championnats de France cadet. Et là pour le coup, je m'en souviens, c'était à Orléans. Ton père a été à l'initiative donc de cette passion, mais j'ai l'impression que c'est un vrai fil rouge, ton père. On le retrouve très souvent alors, en photo, très clairement, mais on sent qu'il t'inspire. En quoi ton père t'inspire, en fait? Bah pour moi, mon père c'est un modèle. C'est un modèle avant tout, comme tous les papas, hein, j'ai envie de dire. S'il n'y a pas eu d'histoire étrange, c'est pour moi c'est un modèle. C'est un modèle et en plus de ça, de par son parcours, mon père il est arrivé, je ne sais plus en quelle année précisément en France, mais voilà, c'est un immigré qui ne parlait pas français et partir de là où il est parti, d'un village malien, arriver en France, parler français, travailler en France, construire sa vie, faire des enfants et me donner le parcours que j'ai pu avoir, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, on devait me mettre dans un pays où je ne parle pas la langue et où il faudrait pratiquement tout construire sans prendre vraiment compte du passé, ça serait hyper difficile. Et pour ça, déjà, c'est énorme. C'est un parcours qui inspire le respect. Et au-delà de ça, aujourd'hui encore dans le présent, mon père c'est quelqu'un qui est très actif dans le sport. Qui pratique Et encore, qui donne même voilà, des masterclass. Incroyable. exactement. Et donc pour le coup, je vois son état de santé, je vois comment il est, et moi je veux être comme lui, quoi. Plus tard, je veux être comme lui, je veux vieillir comme lui, je veux pouvoir être exemplaire comme lui également. Donc non, mon père c'est vraiment un modèle et c'est quelqu'un de très inspirant dans tout ce que j'ai pu faire, même dans ma carrière sportive. En fait, j'ai pas eu le papa, tu sais, très dur dans les victoires, dans les défaites surtout, plus que dans les victoires. Mm. Il y a même des personnes qui sont très dures aussi dans les victoires. Mais moi, j'ai plus eu quelqu'un qui me soutenait, quelle que soit en fait l'issue, parce que il voyait mon engagement et il savait que j'avais tout donné. Voilà, il savait que quand je perdais, même quand il était pas là, je perdais pas de manière un petit peu laxiste en me disant bon c'est pas grave et puis je laisse passer la chose. Moi j'ai toujours eu, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de passionné, donc même dans la défaite, j'étais dans une espèce d'acharnement où c'est comme si ma vie, comme si je jouais ma vie quoi. Donc pour le coup, dans mon engagement, j'ai pas souvenir de combat où j'ai perdu en regardant le plafond de la salle quoi. Donc non, non, en termes d'engagement, j'ai eu quelqu'un derrière moi qui m'a toujours soutenu. Ton père, Toujours. c'est le secret d'une longévité. Justement, qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les autres? Comment il fait pour durer aussi longtemps? Quel est le secret de sa souplesse, qui est incroyable, parce que c'est ça, il s'agit de ça, hein, les masterclass de ton père, c'est travailler de sa souplesse. Euh, Quel est son secret? Je pense que c'est la recherche euh, de la meilleure version de soi-même. Voilà. La recherche de la meilleure version de soi-même, on l'entend beaucoup aujourd'hui, mais mon père, il l'incarne en fait dans son être. Je me souviens quand il avait, parce qu'aujourd'hui il en a 84, quand il avait 50 ans,
il me demandait en fait de venir l'assister sur des exercices d'assouplissement parce qu'il fallait qu'il y ait une contrainte physique pour qu'il travaille vraiment. Et je venais justement l'aider dans ces exercices et je percutais pas à ce moment-là. Je percutais pas que ce qu'il était en train de faire, c'était un truc de malade, dans le sens où bah mon père, j'ai déjà montré des photos, hein, mais il faudrait aller sur son compte pour le voir. Mon père, c'est quelqu'un qui ne levait pas la jambe au-dessus du bassin, quoi. Ah oui, Et ah, j'ai pour cru qu'il a toujours été souple, ton ah père, en non, fait. justement, non, non, non. Et c'est un peu pour ça qu'on a mis en place ces cours. C'était un petit peu pour répondre aux gens qui, dès qu'on va leur parler de souplesse, vont te dire soit je suis trop vieux, soit j'ai jamais été souple, soit je suis un homme, comme si un homme et une femme étaient plus, quoi, comme s'il y avait une différence de souplesse entre un homme et une femme. Tout est une question d'exercice, tout est une question de pratique. Et à partir du moment où tu pratiques, ton corps, à un moment donné, bah, il épouse la pratique, quoi, finalement, indirectement. Donc, pour le coup, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé sur lui, toujours voulu travailler sur lui, au-delà d'avoir un maître qui lui dit, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est presque une question de bien-être. Voilà. Et donc, il a commencé à travailler sur ses assouplissements sans avoir de projet en particulier, hein. Il s'est pas dit, je vais faire mes assouplissements, puis ensuite je mettrai des cours en place. Non, non. C'est pour lui avant tout. À la base, c'est pour lui. Donc, c'est quelque chose qui débarque sur une base saine. Et finalement, bah, cette pratique l'a emmené à un moment donné à bah, des extrêmes. Tout ce que je disais aussi tout à l'heure, je pense que quand je dis que on est pareil, mon père a tendance à dire qu'on est des jumeaux parce que on réagit vraiment de la même manière et on est vraiment quand on est vraiment connecté et on est pareil quoi sur la pratique du sport et même dans les choses dans la vie. Et donc une fois qu'il a atteint son objectif, bah moi j'ai mis un certain temps justement à percuter et me dire bah ce serait peut-être intéressant de le proposer au public, déjà ne serait-ce que par son parcours. Bah il va répondre à beaucoup de gens qui vont se mettre tout de suite des barrières en se disant non mais j'ai pas commencé jeune, mon père il a commencé à 50 ans pour travailler ses assouplissements. Donc en général quand Donc, je on est réponds comme ça la aux marge. gens bah, les gens, en général, ils sont assez convaincus. Après, c'est une question de volonté, bien évidemment, et ça, c'est propre à chacun. Mais quand ils voient mon père, ils comprennent que oui, d'accord, ok. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est du travail, c'est waouh. Et même moi, encore aujourd'hui, hein, quand je le regarde, là, aujourd'hui, pour Il le coup, je percute. t'impressionne ton papa ou pas? Ah Ou... oui, 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 oui. Oui, oui, bah, comme j'ai dit, il a 84 ans, mon père. Il a 84 ans, et en fait, quand je vois ce qu'il sait faire, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Il impressionne aussi nos participants là au seul live. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à nous poser des questions. J'en profite pour saluer Paul Vexio, qui est le réalisateur de l'After Foot, l'une des émissions les plus écoutées en France. Merci d'être avec nous. Alexandro aussi nous a dit, Alejandro, j'espère que j'ai l'accent hein, pour le dire, un petit coucou. N'hésitez pas à mettre des cœurs et à poser vos questions dans ce live. Et puis nous, eh bien, on tentera d'y répondre. Enfin, surtout, je laisse cette partie à Mamédi répondre à vos questions. Donc, justement, tu parlais d'extrême, tu parlais de ton père, et ça me fait penser qu'aujourd'hui, tu pratiques une activité qui est CrossFit, et tu la pratiques quasiment à l'extrême, on peut dire, non? Est-ce que c'est là aussi, c'est de se dire, enfin, pourquoi tu vas jusque-là, en fait? Pourquoi pratiquer une activité sportive après sa carrière? Ok, on n'est pas obligé d'en faire. J'ai envie de dire, tu pratiques pratiquement de façon agressive. Je ne sais pas si le mot est juste, mais pourquoi aller encore jusqu'au bout? Pourquoi autant? Bah, après, ça reste une finalité. Quand je parlais tout à l'heure du parcours de mon père, pour exemple, quand je dis qu'il a commencé à travailler sur ses assouplissements, est-ce que dans sa tête, il se voyait comme il l'est aujourd'hui? Je sais pas. Par contre, pour les gens qui le voient aujourd'hui, c'est peut-être un extrême. Mais en fait, l'extrême, c'est un parcours. Donc, Hmm. c'est comme dire, par exemple, si tu prends Teddy Riner, aujourd'hui, le niveau qu'il a, tout ce qu'il est, c'est un extrême de sa discipline, mais c'est un parcours. C'est une Hmm. évolution. En fait, on évolue tous quand on commence quelque chose. En fait, après, il y a peut-être des personnes qui sont comme ça, mais moi, quand je m'engage dans quelque chose, bah, j'espère quand même qu'il y ait une évolution. Donc, cette évolution, à un moment donné, si ça devient un extrême pour quelqu'un, l'extrême de quelqu'un n'est pas, alors, comme je dis souvent aussi,
je suis le trop ou le pas assez des gens, tu vois. Pas assez. Comment tu peux ne pas être assez? Non, je Pour vous invite, pour tous ceux qui ne quelqu'un, connaissent pas non, mais quelqu'un qui, non, mais l'Instagram de Mamedi, allez voir le pas assez. C'est quoi le pas assez le de pas Mamedi? assez, c'est quelqu'un qui sera au-dessus de mon niveau et qui pourra fournir encore plus, tout simplement. Et puis, Alors, il y a la je réalité. t'interromps parce qu'on a une question d'Alejandro qui dit: Salut, je pratique le karaté Shotokan. Ceinture marron, je suis ceinture marron, donc depuis peu inscrit dans une salle où il y a des sacs de frappe. Comment m'entraîner pour avoir plus de puissance et vitesse et de souplesse en gros? Est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas déjà? Parce qu'elle est pointue, quoi. Oula, je vois que tu grattes ta tête. Non, mais c'est Bon, dur de alors schéma, Alejandro, à c'est mon dur. avis, il faut que tu écrives en privé là pour qu'on puisse t'aider parce que comme ça, là, sur la live, ça va pas être facile. Pour savoir où tu en es déjà et où tu veux aller, peut-être. C'est dur de schématiser sur une base où tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas son ancienneté dans cette discipline, tu ne connais pas ses antécédents. Ensuite, il faut mettre des programmes en place, que ces programmes, bah, ils mettent du temps et que ces programmes, ils doivent s'adapter aussi à la personne. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme fixe du début à la fin où on te dit tu fais ça, 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 Et et tu puis tu vois à progresses. la fin, waouh. Ouais. Non, ça n'existe pas. Ouais. T'as fait du sport de haut niveau. L'entraînement, quoi, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui va adapter aussi son entraînement à un moment Mm. donné en conséquence de comment récupère son athlète, quelles sont ses capacités de développement. Si à un moment donné tu te développes beaucoup plus, ah bah peut-être qu'on va mettre un peu plus dans la machine ou peut-être qu'on va apporter un peu plus de contraintes dans ton entraînement. Donc donner un programme comme ça à la volée, ça n'existe pas. Donc, bon, bon, si tu veux C'est plus de compliqué. conseils, tu as bien compris, Alejandro, ça va être C'est pas difficile là, sur c'est pas le live, forcément mais bon, c'est peut-être pas qu'en forcément privé, l'endroit. il pourra t'aider. Il y a Mickaël qui nous demande quels sont tes objectifs sur le CrossFit. L'objectif de base, c'est pour ça qu'il faut revenir sur la base. Et du coup, pour le coup, je vais répondre à la question initiale. Euh, faut reprendre, faut reprendre la genèse du truc. Quand j'étais en carrière, moi j'ai toujours vu en fait la fin de carrière comme un espèce de trou noir, comme un truc où on veut pas Ouais, aller. on y Et, vient, t'inquiète pas, on y vient dans l'après-carrière, justement. et donc Parce que pour le toi, tu coup, dis quand même que toi, tu veux pas être considéré comme. Tu dis, moi, je ne ferai jamais le deuil du sport, car je vais continuer le sport. bah, en fait, il faut faire la nuance entre le statut de sportif et les besoins que tu as en tant que personne, les besoins que tu as, le modèle que tu as créé, en fait, Mhm. euh, dans ton bien-être, dans ton identité. D'accord? Pourquoi je devrais retirer ça au profit de, ouais, mais maintenant, bah, ma carrière elle est finie, donc je vais travailler. Mais je pourrais très bien avoir une activité professionnelle et continuer mon sport. Mais dans l'image qu'on projette en fait aux athlètes qui vont être en fin de carrière, c'est on leur montre vraiment le fait que bon maintenant t'as fini ta carrière, c'est fini, point. Il y a pas de continuité. Mhm. Maintenant il faut que tu commences. On te parle souvent de commencer une nouvelle vie. Oui. Et pourquoi ce serait pas poursuivre ta vie en diminuant forcément la partie sportive puisque de toute façon il y a plus d'échéances sportives parce que ce qui crée aussi un petit peu le volume pour les personnes traditionnelles, hein, parce que je sais que sinon tu vas me pointer, tu vas me, tu vas dire que je suis contradictoire. Euh, Ce qui crée le volume, c'est la préparation à la compétition. Tu te prépares pour les Jeux Olympiques, bien évidemment que tu as un planning, c'est ta journée, ta vie, c'est ça en fait. Oui, c'est normal. Maintenant, tu pratiques un sport santé pour t'entretenir, pour pas te laisser aller après ta carrière, parce que dans ton miroir, tu as toujours vu une personne athlétique et que t'as pas forcément envie que ce truc-là il change. Mhm. Et bah tu diminues ta pratique, tu trouves une discipline où tu peux te faire plaisir, où tu restes dans ta discipline, ça c'est des choix personnels, et puis tu continues. Mais est-ce que c'est réaliste de penser que une après-carrière ne se résume qu'à pratiquer un sport ou ne pas en pratiquer? Un sportif de haut niveau ne se résume pas au fait de faire un sport ou de ne pas le faire. Un sportif de haut niveau, c'est un rythme de vie, des amis, un entourage, une façon de voir la vie. C'est plus que je continue. Aujourd'hui, j'imagine que tu peux pas dire que le Mamedi crossfitter, c'est le Mamedi qui était taekwondoïste.
détrompe-toi. Détrompe-toi. Aujourd'hui, tu peux dire ça. Oui. Quelles sont les similitudes Alors, entre... alors attends, je vais t'expliquer. Déjà, la première des choses. En tant que sportif de haut niveau, la première des choses qu'on nous demande, c'est d'avoir une capacité Oui, d'adaptation. Tous les ok. sportifs de haut niveau ont une capacité d'adaptation. C'est-à-dire, ce qu'il faut entendre par là, c'est l'entraîneur que tu as aujourd'hui, il peut changer. Il peut changer. Et si ici, il doit changer, toi, tu dois rester performante. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une personne ou un contexte qui va faire que tu gardes ton niveau de performance, d'accord? Mhm. Ça, moi, je l'ai appris dans la contrainte au départ dans ma carrière. Il y a que aujourd'hui où je vois cette chose comme quelque chose de positif. La première fois que je l'ai vu de manière positive et où j'étais face à moi-même et où nous étions face à nous-mêmes, c'était au moment du confinement. Mhm. Au moment du confinement, c'était chacun pour sa peau. T'es chez toi, t'as pratiquement rien. Tu fais quoi? Est-ce que tu t'adaptes? Ou est-ce que tu rentres dans le lot des personnes qui disent ah ouais, mais on est confiné, on peut plus rien faire et voilà. Donc déjà là, t'as deux types de personnes, d'accord? Euh, certes, quand j'étais athlète de niveau, je voyageais, j'étais dans un cadre, euh, oui, mais finalement, moi, ce qui me nourrit, c'est le challenge. Et le challenge, quand tu le démarres d'une nouvelle discipline, il est là. Par contre, le challenge, quand tu restes dans la même discipline, là, c'est différent. C'est-à-dire que si je reste dans la même discipline, là, oui, je peux te rejoindre. Je reste dans la même discipline, bon, il y a moins de challenge, tu te vois régresser, t'es moins puissant, t'es moins rapide. En fait, tu vois tout de manière dégressive, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de normal, entre guillemets. Par Après, ton contre, identité en tant que taekwondoïste, elle a forcément changé. C'est forcément le regard ou la reconnaissance que tu avais dans le milieu dans lequel tu évoluais a changé quand tu as passé de discipline, a changé quand tu es arrivé dans une nouvelle discipline. Tu n'avais pas, déjà, il a fallu tout apprendre. Donc, tu n'étais pas dans un système de confort. Il a fallu tout reconstruire. Il a fallu refaire de nouvelles habitudes. Donc, tu es quand même, mine de rien, reparti à zéro. La différence aussi, quand tu es sportif de haut niveau, c'est que tu as un cadre autour de toi avec un coach. Tu subis un peu l'entraînement. Hein. Il arrive, tu arrives, tu lui dis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on prévoit ça, etc. Aujourd'hui, tu es totalement maître de ta pratique. Il y a quand même des évolutions. Même si j'entends hein, que tu dises je refuse, mais tu as quand même évolué. Il y a quand même beaucoup de bah, choses qui en ont fait, changé autour de mais en toi. fait, oui, mais comme je l'ai dit au départ, tout ce que tu dis, ce n'est qu'une évolution de mon évolution. Quand je suis arrivé au CrossFit, j'étais dans une box de CrossFit, j'avais un coach de CrossFit, les gens m'admiraient parce que bah j'étais un sportif de haut niveau qui venait d'une autre discipline, qui était champion du monde et qui s'entraînait avec eux. Donc tout ce que tu dis, je l'avais, hein. Et l'évolution des choses et l'adaptation a fait qu'à un moment donné, j'ai évolué vers une pratique où je m'entraîne seul, j'ai une programmation d'entraînement, je me cadre tout seul, je vais à l'heure que je veux. En fait, j'enlève les contraintes et je crée des adaptations. Sauf que l'adaptation initiale, le fait de s'entraîner tout seul, elle s'est créée au moment du confinement. À aucun moment, en fait, j'ai eu un projet de me dire, bah tiens, je sors de ma discipline, le taekwondo, allez hop, j'ai pas de coach, j'ai rien, et puis je vais prétendre démarrer le CrossFit à partir d'une programmation en ligne, et voilà, tout va bien. Non, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, je suis passé par le stade justement de la salle de CrossFit avec un coach, tu rentres dans les rangs comme tout le monde, quoi, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ma discipline, moi, j'avais besoin de me dire, quoi, j'avais besoin de me réconforter dans le fait de me dire que après le sport, quoi, après ma carrière de haut niveau, je vais avoir une activité qui va me permettre de continuer à bouger. En fait, moi, ce qui me faisait peur, c'était entre guillemets, la déformation physique, le fait de prendre du poids parce que, de l'embonpoint, parce que, bah, finalement, tu bouges moins, tu as moins d'activité et c'est chose qui est normale, tu vois. Avec le Mhm. temps, on prend de l'embonpoint, d'accord? Et je me suis dit, bah, si je prends de l'embonpoint, il vaut mieux que ça soit de la... T'as pris du poids, Oui, mais c'est ce que j'allais mais pas dire. en gras. Mais justement, oula, pardon. Justement, je savais que j'allais prendre du poids parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que, et ça, tous les sports de combat, en fait, tous les pratiquants de sport de combat le connaissent, quand tu es pratiquant dans un sport de combat, tu es enfermé dans une catégorie de poids. Et ça, c'est la réalité des
chose. Moi, j'étais enfermé dans ma catégorie de poids de mes 17 ans à mes 36 ans. De mes 17 ans à mes 36 ans, j'étais dans la même catégorie de poids. Je le répète, hein, parce que pour que les gens percutent. Allez voir la transformation physique sur Non, son mais compte, au-delà vous de, allez non, mais comprendre. Elle est en haut. avant, mais justement, avant de parler de transformation, si je prends n'importe quel être humain et je lui dis, mais tu te rappelles le poids que tu avais à tes 36 ans, pardon, à tes 17 ans, tu dois le maintenir à tes 36 ans. Mais qui fait ça en fait? Personne. Mm. De manière naturelle, les gens vont évoluer. Le poids va évoluer. Il va bouger un petit peu. Tu restes pas dans la même tranche de poids. C'est pas possible. Et donc, moi déjà, avant de parler de transformation, il faut parler de ça. C'est-à-dire que c'est comme si pendant 17 ans, tu freines un peu l'évolution naturelle de ton corps. D'accord? Tu freines l'évolution naturelle de ton corps parce que tu es dans une catégorie de poids et que dans les sports de combat, tu changes pas de catégorie de poids comme ça au fur et à mesure des années. Oh, tiens, bah, cette année, je vais dans la catégorie suivante. Non, ça devient, comment t'expliquer bah c'est comme si je te disais, tu choisis une discipline en athlée. En athlée, tu vas choisir une discipline. Si tu fais du 110 mètres haies, tu passes pas à la perche, quoi. Non, en fait. Bah, nous, les catégories de poids, c'est pareil. Parce que René ça change du tout au qui est tout. capable de faire les haies et de faire la perche. Mais bon, Alors voilà. Tout le justement, monde n'est pas athlète. c'est bien que tu le précises. C'est bien que tu le précises parce que au taekwondo ou dans les sports de combat, tu as des gens effectivement qui vont changer de catégorie. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ça ne réussit pas à tout le monde. Et moi, à aucun moment, en fait, ça a été quelque chose qui m'a freiné. J'ai toujours fait le régime que je devais faire. Les régimes n'étaient pas excessifs parce que justement, je faisais quand même attention à ne pas monter trop haut. J'avais allez, maximum 3 kilos. Sinon, j'avais 2 kilos à perdre pour être au poids sur mes compétitions. Donc, ça restait gérable. C'est sûr que ceux qui montent à 10 kilos pour redescendre à chaque fois dans la KT, ils vont faire ça peut-être pendant 2 ans, 3 ans, et puis à un moment donné, ils vont exploser. Et c'est pour ça que, en général, les petites catégories, elles ont du mal parce que bah là, t'as des poids qui sont à moins de 58 chez les hommes, moins de 58 quand t'as 17 ans, 16-17 ans, ça va. Mais quand on a 25 et peut-être voire plus, bah c'est dur de maintenir ce poids à travers le temps. Donc forcément, les petites KT, elles ont pour tendance, en général, à évoluer quand même peut-être sur la catégorie du dessus, quoi, parce que ça, c'est difficilement viable, quoi. Donc déjà, il faut prendre ce contexte-là. Quand tu as ce contexte-là et que derrière, tu sais que tu vas être dans une espèce de liberté de manger et d'être sans limite finalement dans ton évolution corporelle, bah soit tu te dis bah je vais vivre et puis point, et, soit tu te dis bon bah je vais essayer de contrôler cette prise de masse qui va se faire un petit peu par défaut. Tu vois? Alors après, c'est à toi de choisir si c'est masse maigre ou masse grasse. C'est pas grave. Quand Donc, tu décides de mettre un terme à ta carrière en 2016, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment vient la décision? bah, j'étais déjà un petit peu, pour être honnête, un petit peu écarté du groupe France. Malgré tout, je m'accrochais quand même pour essayer de me qualifier pour les jeux de Rio. 2016, donc les Rio. jeux de Rio, c'est ça. Donc l'athlète référence qui était choisi pour pouvoir aller chercher le ticket n'a pas pu obtenir le ticket. Donc partant de là, on n'avait même pas le ticket pour la catégorie. Donc en janvier 2016, je savais que bah voilà, Que les Jeux de Rio, c'est voilà, c'est ça. Parce que ça a été acté officiellement par la Fédération mondiale à partir de décembre 2015. Et donc janvier 2016, voilà, on sait qui part et qui ne part pas, entre guillemets, au jeu en termes de catégorie. Et donc la France n'avait pas le ticket pour ma catégorie. Donc c'était clair, 7 mois avant les Jeux, que bah j'irais nulle part, quoi. Donc bah je me suis pas forcément pressé de dire bon bah salut, j'arrête, je m'en vais. J'ai laissé passer le truc. J'ai pas fait les championnats de France de cette année parce que c'était en février. Ouais, j'ai pas fait les championnats de France. J'ai laissé, je crois, jusqu'au mois de mars. Et puis au mois de mars, j'ai annoncé sur les réseaux que je mettais un terme à ma carrière. c'était facile à prendre comme décision, c'était logique, c'était facile. T'en as bien dormi la Facile. nuit ou c'était compliqué Bah, au début? je vais pas te dire que j'en ai pas dormi la nuit, mais tu te retrouves un peu en fait, tu sais que tu vas vers l'inconnu. C'est juste ça. C'est
qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis pour le coup, il y a personne qui va me driver. C'est à moi déjà de mettre le pavé sur le chemin que je vais prendre, tu vois. Et donc au départ, quand j'ai vraiment arrêté, il faut différencier le moment où j'ai fait l'annonce et le moment où je savais que voilà, c'était révolu quoi. Euh, je m'entretenais juste en faisant simplement de la musculation, voilà. Mais je me suis vite ennuyé et de toute façon, c'était pas mon objectif de base d'avoir que la musculation comme pratique. C'était pas, voilà. J'aspirais à autre chose. Mm. À Et quel moment est arrivé, entre ce moment où tu décides, alors, on a bien compris que à l'annonce de la non-sélection de la France dans ta catégorie au JO, tu disais, bon, bah, ça y est, c'est la fin. En 2016, en même temps, tu avais quel âge? 34? Un truc comme ça, non? 34, 36. 36. Donc, c'est vrai que c'était compliqué de pousser aux Jeux de Tokyo. En plus, Ah Tokyo non, mais était... là, de toute façon, T'as pas 36, c'était voulu les faire, derniers. comme on dit maintenant, une Pascal Gentil. T'as pas voulu revenir. Pascal, il est revenu pour des championnats de France, pas pour des Jeux olympiques. Ah, Non, mais il s'est arrêté. ouais. Il est revenu, mais il avait annoncé. Enfin, peut-être qu'il a fait le championnat de France, mais il avait annoncé de plus grandes ambitions Non, que le championnat non, de non, France. non. Non, 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 non. Il a Non, 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 à chaque fois, toujours. Ok. non, 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 à chaque fois qu'il est revenu, c'était pour faire les championnats de France, mais il était conscient, et il est conscient que, euh, les jeux, c'est un niveau beaucoup plus haut et que ça demande aussi une longévité dans l'entraînement qu'il ne pourra pas avoir parce que bah après quand tu sors justement du haut niveau, bah Pascal est quelqu'un de très pris au niveau professionnel. Donc à un moment donné, ça voudrait dire aussi que bah tu vas pas au boulot, tu vas à l'entraînement. C'est dur en fait quand tu sors de ce truc-là, revenir dans ce truc où on te materne un peu, où t'es materné et c'est compliqué. C'est un papa, C'est hein, c'est un père de compliqué. famille, donc J'en profite pour faire des grands coucous. D'ailleurs, Stéphane Campiner est un photographe qui nous immortalise énormément en athlétisme. Donc, d'un photographe à un autre. Stéphane, si tu as des questions, profites-en pour les poser à Mamedi. En parlant des JO, fait partie, je sais qu'on partage cette douleur, j'ai envie de dire, de non-sélection aux JO. Qu'est-ce que... on voit le corps parle, hein, comme non. par hasard, tu te mets à te Non, gratter non, un peu. non, 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 ça va, tout va bien. Comment tu vis aujourd'hui le fait de ne pas avoir eu la chance de vivre cet événement? Ça va, j'ai digéré. Ça reste toujours une petite ligne sur le palmarès qui n'est pas là et qui m'embête un petit peu parce que c'était vraiment un objectif bah, que j'avais à cœur de réaliser pour moi, pour mon papa, pour les personnes qui m'entourent. Voilà, c'est dans les sports alors dans la plupart des sports olympiques c'est the compétition quoi, tu vois. On a les championnats du monde mais les championnats du monde pour nous bah ça reste en dessous des Jeux olympiques. Tu as des disciplines où c'est différent, par exemple le football, C'est sport l'équipe professionnel, espoir des Jeux Olympiques. le tennis c'est pareil. Il me Pour eux les semble que Jeux Roger Federer est quand même champion olympique, hein. Donc il y a quand oui même mais en termes de l'absolu valorisation quand même, hein. mais en termes de Ah valorisation bien les sûr, Jeux olympiques tout pour à eux fait. c'est c'est limite, hein, quoi. Je sais même C'est une pas, anecdote. j'arrive vraiment pas à te définir. C'est une anecdote. Et puis, je pense que c'est surtout une expérience de vie. C'est ça aussi, les Jeux Olympiques. Au-delà d'une ligne sur un palmarès, au-delà ouais, voilà, une ligne sur un palmarès, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Alors, pour le coup, on peut pas en parler parce qu'on l'a pas vécu tous les deux. Mais je pense que, en tout cas, je suis comme toi. C'est pourquoi j'avais commencé le sport. C'était vraiment pour faire les Jeux Olympiques, mais pour les vivre, quoi. Donc, Alors, c'est vrai que quelqu'un comme Federer, à mon avis, c'était important pour lui aussi de savoir ce que c'est, faire du oui, après, je pense que les sports pros qui y vont, je pense, après, je vais pas forcément parler pour eux, mais je pense que c'est pour peut-être, ouais, par curiosité, en fait, finalement, découvrir ce que c'est. Parce que, comme je t'ai dit, en termes de valorisation, pour eux, c'est pas une compétition qui valorise énormément, entre guillemets, dans le palmarès, entre guillemets, et qui rapporte pas forcément que ça, financièrement, que ça- puisque il voilà. s'agit de ça aussi, hein. Aussi, aussi, voilà, exactement. Et donc pour le coup, bah ça serait comme nous si on nous met sur une compétition qui n'a pas une grande valorisation. Bon, déjà financière, on n'en parle pas parce que déjà même quand on gagne pas, on gagne pas énormément. Voilà. Au niveau quoi, l'affection qu'on peut avoir sur la compétition, si elle est pas énorme,
faut trouver forcément d'autres plaisirs d'y aller, quoi, finalement. Et donc, si je reviens sur ta question initiale, le truc, c'est que ce que je voulais rajouter, c'est que moi, par contre, quand j'ai commencé le taekwondo, quand j'ai commencé la compétition, jamais je me voyais aux Jeux Olympiques. Jamais. Moi, j'ai toujours fait les choses étape par étape et je pense que c'est ce qui m'a permis, en fait, d'avoir une certaine longévité. J'ai pas démarré ma carrière, quand j'étais cadet, là, où j'ai gagné mes championnats de France, en me voyant un jour ou en espérant un jour être champion du monde. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'était vraiment, je gagne une compète, je vois plus haut. Je gagne une compète, je vois plus haut. Et même la première fois qu'on me met dans la dynamique olympique, donc quand je parle de dynamique olympique, c'est tous les 4 ans. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, on va identifier des athlètes qui sont potentiellement qualifiables pour les Jeux Olympiques. Moi, ça a démarré entre 2000 et 2004, la première fois donc pour les Jeux d'Athènes. Ouais. Oui. Et donc, quand je rentre dans cette dynamique olympique, déjà, pour moi, je suis étonné, quoi. Je suis étonné de faire partie des athlètes identifiés, alors que je venais d'être, quoi, j'étais dans les 4 ans, dans l'année de mes championnats du monde. Je fais champion du monde en 2001 et en 2004, il y a les Jeux. Mais je reste quand même surpris qu'on me prenne pour les Jeux. Donc, c'est pour te dire que moi, j'ai jamais mis des focus. On m'a mis les objectifs. Voilà, je vais progresser. On m'a mis les objectifs, mais je me suis jamais projeté en fait en me disant j'espère un jour je serai champion olympique, parce que je me suis toujours vu entre guillemets comme un champion atypique, parce que chose qui est normale, hein, mais quand j'étais plus jeune, bah quand je regardais les champions, bah pour moi les champions ça avait tel style, ça bougeait de telle manière, et moi j'étais pas du tout dans le profil des gens qui m'inspirait finalement. Et donc c'est pour ça que je me suis jamais dit que je deviendrais champion du monde. Je me suis jamais dit que je ferais même un podium au championnat du monde. Euh, je faisais les choses étape par étape. Je faisais les choses étape par étape. Donc pour le coup, voilà, j'ai été surpris pour la première dynamique olympique. Par contre la suivante, non. La suivante, une fois qu'on m'a fait goûter au truc, là, je les voulais. Ouais, mais voilà, c'est différent. Mais après, on a tous des évolutions différentes à ce niveau-là. Mais ouais, mon rapport avec les jeux, bah, c'était très dur en carrière parce que bah, quand tu veux quelque chose et que tu n'y arrives pas, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je le vis bien parce que je pars du principe où ce que je suis, ce que je suis devenu, en fait, tu le deviens aussi grâce aux échecs. Quand tu es frustré d'un échec, quand j'ai été frustré de ne pas faire les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, je me suis pas fait de promesses, mais intérieurement, je voulais être meilleur en fait. Je voulais être meilleur et donc si je n'avais pas perdu à ce moment-là, quoi, perdu. Si j'avais été qualifié par exemple, voilà. J'ai été qualifié, j'aurais fait les Jeux de 2004. Est-ce que j'aurais poussé la machine plus fort que ce que je l'ai poussé alors que je n'étais pas qualifié? J'en doute. Parce que moi, je pars du principe où c'est les déceptions, c'est ce qui rend les choses difficiles, qui fait que tu as envie de mettre un step au-dessus. Quand tu as gagné, tu changes rien, tu as gagné, tu es le meilleur. Non, mais c'est vrai, tu te remets pas en cause quand tu gagnes. Quand tu gagnes, tu continues simplement d'appliquer ton process, tes repères, les choses qui ont fait que tu t'es rassuré finalement dans la victoire que tu as pu avoir dans les précédentes compétitions, mais tu changes pas vraiment. Ce qui te fait changer, par contre, c'est quand tu perds. Quand tu perds, t'es dégoûté. Donc il y a la première phase où il faut encaisser. Dit, mes défaites m'ont permis de construire mes victoires. Non, mais ça, c'est une réalité. Au-delà de faire la belle phrase pour les réseaux ou quoi que ce soit, c'est authentique pour tout le monde. C'est authentique pour tout le monde. Et j'ai plus envie de dire, en plus, surtout pour un athlète de haut niveau, et c'est ce qui fait justement aussi notre caractéristique en tant qu'athlète de haut niveau, c'est, il y a des gens, ils vont perdre une fois, ils vont perdre deux fois, allez, salut. Ils arrêtent. Ils sont découragés. Mais l'athlète de haut niveau, bah, il y a des gens, ils vont peut-être perdre toute une carrière avant de gagner. Il y a des gens qui, moi, alors mon parcours il est un petit peu à l'envers. J'ai presque rien gagné, quoi. Je vais pas dire presque rien, mais j'ai pas gagné de compétition majeure avant mon titre de champion du monde. J'ai gagné directement mon titre de champion du monde dès le premier championnat du monde. Après j'ai galéré un petit peu, après j'ai gagné un petit peu. Bref, c'est un parcours en dents de scie. Mais il y a des athlètes, eux leur parcours ça va être
je m'entraîne, je chute, je m'entraîne, je chute, je m'entraîne, je chute. Et la finalité de cette carrière, elle va se euh, matérialiser par une belle médaille sur un championnat du monde, sur des Jeux Olympiques. Mais tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. Tout le monde n'a pas la capacité de prendre des gifles, se remettre en cause et de croire en soi et de continuer à croire en soi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le l'ADN du sportif de haut niveau. Qu'est-ce que Euh, tu regardes justement de ces années en dents de scie? Qu'est-ce que tu as appris de ça? le Je Euh, moi, je retiens que, non, en fait, je retiens que le fait que si je veux, je suis capable. Si je veux, je suis capable. Et ça veut dire, ce qu'il faut entendre aussi dans cette phrase, si je veux, je suis capable, je mets, alors en gros, si je travaille, je suis capable de grandes choses. Parce que je vais prendre mon titre de référence, le titre de de champion du monde, comme je dis au départ. En plus, je pars sur cette compétition avec un contexte particulier. Et au final, quand on analyse mon parcours, du début à la fin, toutes les compétitions où je pars blessé, où je pars diminué, c'est là où je réussis. Toutes les compétitions où je suis parti avec mes deux jambes, mes deux bras, tout va bien, c'est pas forcément là où j'ai été le meilleur. Donc déjà, il y a un truc à analyser. réussir, tu as besoin Enfin, on a compris que tu étais un homme de challenge, hein. Mais il te faut encore un truc. Limite, il te faut que quelque chose n'aille pas comme tu veux pour step up. Bah, en fait, j'ai l'impression que dos au mur, quand je n'ai plus de choix, quand je n'ai, voilà, qu'il faut y Acculé, aller, comme on dit. acculé, c'est là où je suis le meilleur. Et je l'ai découvert, en fait, au fur et à mesure des épreuves. Mm. Euh, et je le vois aussi en fait dans mon travail de photographe. Euh, à certains moments où t'es vraiment en pression, tu sais pas si tu vas réussir. Voilà, t'es dos au mur, tu fais ton truc, et en fait c'est dans ces moments-là où je suis presque meilleur. En fait, je me découvre indirectement. Tu vois, c'est comme si on te met dans une situation, tu ne sais pas comment la gérer, tu te poses 2 minutes, tu réfléchis, tu mets en place des solutions, clac, 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 hop, tu fais ton truc, et à la fin tu dis waouh. Ah ouais, je l'ai fait, quoi. Et c'est Alors, vraiment important ce que tu dis, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est important. Parce que souvent, on veut éviter la tempête, on veut éviter les moments compliqués, on veut que tout soit lisse, qu'on ait une mer calme, que tout aille bien, qu'il n'y a pas de vagues, qu'il se passe rien. C'est plus facile à vivre. Sauf que quand ta vie est boring, j'ai envie de dire qu'elle est calme, qu'il se passe rien, bah tu peux pas, ça t'oblige pas à progresser. Et c'est vraiment tout l'intérêt de moments comme ça, c'est de trouver des options. Et je le dis en te parlant, mais je dis à tous mes clients qui écoutent là, je sais qu'il y en a là, et j'ai vu les noms passer. Donc vraiment, et je le dis souvent en consultation, l'important et l'intérêt d'une tempête, c'est pas comment on y rentre, mais comment on en ressort. Et c'est vraiment ce que tu es en train de dire. C'est là où t'as vraiment, ça t'a obligé à progresser, ça t'a obligé à sortir. C'est pareil. Tu m'as raconté en off et un autre jour la proposition de l'exposition Reflet. Elle s'est pointée un jour où tu pensais pas avoir les capacités d'exposer, de sortir un projet. C'est la première fois que tu travaillais sur un projet de cette envergure-là. Et je peux te dire qu'il réussit. En tout cas, de mon point de vue, je suis pas photographe, j'ai pas l'œil du photographe, mais j'ai l'expérience de celle qui a fait partie de l'expo. Et ça t'a obligé. Et à partir de là, ça t'a donné de nouveau des soft skills, comme on dit, des moyens, des compétences pour encore step up et pour aller chercher des trucs encore plus grands. ouais. Donc, tu as besoin de ça pour progresser. Je ne dis pas que tu iras les chercher, mais ça Alors, fait pour, de ton pour, évolution. pour progresser, je sais pas. En tout cas, pour me challenger et sortir le meilleur de moi-même, oui. Ou en tout cas, maintenant, quand ça m'arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand j'arrive dans une situation où je perds un petit peu le fil, en fait, je me parle à moi-même, je me dis, tranquille, tu vas gérer. Parce que je sais que je vais gérer, en fait. Intérieurement, je sais que je vais gérer, c'est juste, pose le cadre. Pose le cadre, ok, qu'est-ce que tu fais, patati patata, tu fais ci, tu fais ça, et hop, après je fonce. Et en général, ça marche. Et donc, bah, c'est justement à force de voir que dans ces moments-là, je suis capable, justement, on va dire, soit en période de crise ou quand je suis acculé, je suis capable finalement de donner le meilleur de moi-même, et même plus que quand je suis dans quelque chose dans un cadre posé, tranquille, comme tu l'as dit. Et donc, bah, pour le coup, j'ai plus peur en fait d'être j'ai plus peur d'être dans un cadre qui est stressant. Voilà.
être dans un cadre stressant, ça, indirectement, ça ne me stresse pas. Je sais pas si c'est, Bah ouais. ça me Ouais. stresse pas parce que finalement, j'ai l'impression que ça me stimule à sortir des choses encore plus belles que lorsque je suis tranquille. J'aurais Et t'aurais mis des obstacles dans ce live pour que tu nous sortes des trucs de fou, quoi. peut-être, faut voir, faut me tester. Peut-être avant la fin, je vais trouver un truc. T'inquiète. Euh, Justement, pour revenir sur l'après-carrière, je sais qu'il y a des choses que tu considères que c'est pas l'après-carrière, mais cette manière de... Qu'est-ce qui te fait peur dans l'après-carrière? Parce qu'en fait, Qu'est-ce qui me fait c'est une peur? suite concrètement de dire que Comment? moi, je ne serai jamais en après-carrière. C'est une manière de fuir. Qu'est-ce qui te fait Non, peur, je suis pas. Ah non, non, je du coup? suis pas. Moi, je suis pas, hein. Tu sais, non, j'ai pas l'impression que je fuis. Non, bien au contraire. Bien au contraire. J'assume ce que je suis et pourquoi je fuis rien. Bien au contraire. Je pense que tout lâcher, c'est fuir. Parce que tu dois rentrer dans un système, parce que le système a dit que maintenant, il faut travailler et qu'on veut plus te voir en sportif. Après, c'est une réalité. Il faut travailler. Enfin, je veux dire, Mais, certains ont les moyens, et j'ai des clients comme ça qui ont les moyens, qui sont rentiers, qui n'ont pas besoin de travailler. J'en ai. J'habite à Dubaï, je leur fais des coucous d'ailleurs. Mais il y en a qui. Il y a une réalité, notamment quand on fait des sports amateurs comme nous. On n'a pas pu engranger des milliers des cents pour notre fin de vie. Il faut générer des finances pour manger, et le vivre, boire. le problème, c'est pas de travailler. Moi, j'ai pas dit qu'il faut faire du sport au déficit du travail. Bien évidemment qu'il faut travailler, parce que de toute façon, c'est primaire. Si on travaille pas, bah, il y a rien, il y a pas de revenus, il y a pas de, tu manges pas, donc, tu fais pas de Pas sport, de survie, on est voilà, d'accord. il y a pas de survie. Donc, bien évidemment qu'il faut travailler. Mais après, après le travail, ou à certains moments, tu peux toujours garder une part de sport. Tout à l'heure, tu disais que, voilà, je suis dans un extrême dans ce que je fais. Comme j'ai dit, j'ai commencé petit et l'évolution des choses, l'évolution de mon être a fait qu'aujourd'hui, je fonctionne dans un cadre qui est différent. Peut-être que dans l'évolution encore de mon être, je vais peut-être à un moment donné retrouver une structure, m'entraîner avec des gens euh, à un niveau plus haut ou plus bas, j'en sais rien. Mais en fait, ce dont on parle quand tu m'analyses, c'est du présent. Mhm. Sauf que je m'arrête pas au présent. Moi, je me vois en constante évolution. Je fais pas toujours la même chose. Ça fait maintenant pratiquement on va en mois d'août, on arrivera à 8 ans de CrossFit. Il n'y a pas une année qui s'est ressemblée depuis que je fais du CrossFit. Et en avançant, bah après t'as d'autres, il y aura peut-être d'autres aspirations. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'essouffler dans le CrossFit. Mon envie ou ma passion pour le CrossFit elle va s'essouffler. Peut-être que je vais m'orienter vers une spécialité parce que le CrossFit ça permet aussi de découvrir plein de disciplines. Peut-être que je ferai que de la force, peut-être que je ferai que de l'haltéro, peut-être que je ferai que de la muscu, je sais pas. Je te dis des choses que je ne sais, moi-même, je ne sais pas encore. Et ce sera aussi en conséquence de mes capacités, de ce que je peux faire, de mon ressenti, après, comme j'ai ainsi de l'exprimer, de mon boulot. Peut-être que le boulot va prendre un peu plus de place et que pour le coup, bah, par défaut, bah, le sport va se diminuer aussi un petit peu par défaut. Je peux pas en fait anticiper mon futur comme je n'ai pas pu l'anticiper quand j'ai commencé il y a Donc, 8 ans. Quand j'ai il commencé il y a 8 n'y a rien qui a changé. Alors, j'en profite pour te dire que Michael dit c'est normal que tu n'aies pas peur de l'après-carrière vu tes talents de photographe. Voilà, tu prends le petit compliment au passage. Alejandro, j'ai du mal à dire son nom, pardon, qui nous pose la question de la santé mentale pour se dépasser. Est-ce que l'entourage est important pour être motivé, avoir le mental pour se dépasser ou même seul on peut y aller? Bon, il y a plein de questions en même temps. Mais est-ce que selon toi, ton entourage t'a permis de devenir le champion que tu es? Au départ, alors mon entourage, je vais parler au niveau du club, parce que c'est important. Au niveau du club, on m'appelait toujours champion, alors que j'avais pas mis un pied dans les compétitions. Et je pense que quand t'es gamin, c'est important l'environnement dans lequel tu es. Et j'ai presque envie de dire, c'est peut-être celui qui va te configurer pour le reste de ta carrière. On se rappelle tous de certaines choses quand on était gamin, des choses qui nous ont marqués.
Moi, je me souviens, alors je sais plus quel âge j'avais, hein, mais euh, je sais pas si c'était alors à mon adolescence, entre mes 14 et mes 17 ans, je me souviens d'un stage, c'était à mes 16 ans, si je dis pas de bêtises, à mes 16 ans, on était en préparation des championnats du monde et on a Pascal Gentil qui est passé sur un des stages pour nous encourager et il nous avait fait un discours de motivation et moi, à ce moment-là, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je me souviens aussi, quand j'étais petit dans mon club, des, euh, des personnes qui m'appelaient champion, qui me disaient mais tu vas y arriver, patati patata. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles t'aident en fait dans l'identité que tu te construis, parce que c'est à ce moment-là que tu te construis aussi, même dans ton mindset, tu vois. Quand depuis tout petit on t'a dit mais tu vas y arriver, t'es un champion, tu te bats, t'es dans ton exercice, c'est dur et les gens ils te disent allez allez tu vas y arriver, t'es un champion de toute façon. Et à un moment donné c'est toi tu te le répètes ce truc-là. Tu finis par te le répéter toi-même et tu finis par y croire en fait. Et en fait parce que tu le crois, tu le deviens finalement Mm. indirectement. On est totalement d'accord. Inversement, on va prendre le cas à l'extrême, mais à l'inverse. Quelqu'un qu'on va diminuer tout le temps, d'accord? À chaque fois qu'il fait quelque chose, non mais ce que tu fais c'est euh, nul, t'iras jamais loin. Comment tu veux qu'une personne à qui tu as dit dans toute sa jeunesse, t'es capable de rien, que cette personne euh, arrive en haut? Alors, je vais être contradictoire, hein. Ça peut être aussi une espèce de revanche. D'accord? Le petit peut se construire dans la revanche, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure des constructions. D'accord? C'est Mais la meilleure, mais parfois c'est la seule. Et je vais le parfois c'est. dire une connaissance de cause, puisque mon père a passé son temps à me dire tu n'y arriveras jamais et tu iras jamais en équipe de France. Donc, Non, donc tu parles de oui, mais quelqu'un là, qui peut. donc pour le coup, tu te construis par la vengeance. En fait, après, selon lui, il disait il m'a dit ça justement pour que je puisse le contredire, pour que j'ai une envie de lui prouver qu'il avait tort. Bon, oui, honnêtement, quand mais on te dit ça et que tu es enfant, c'est vrai que tu penses pas tout de suite que tu as envie de le contredire. Clairement, tu d'accord. as plutôt tendance à croire que non, tu es nul en fait. Si ton père te le dit, bah, c'est que tu es nul en fait. Ok. Donc tu parlais tout à l'heure de ton père et Attends. de la manière dont tu t'as poussé, tu vois. On va parler de toi 2 minutes dans ce cas-là. Indirectement, regarde ton fonctionnement aujourd'hui dans certaines choses de la vie. C'est lié, tu Ah, mais vois. totalement. Mais mes Voilà. croyances, Donc c'est, une voilà. croyance, c'est une idée associée à une émotion, hein. C'est ça une croyance, hein. Et une expérience, c'est un fait associé à une émotion. Donc, quand tu construis ta vie en fonction de tes croyances et tes expériences de vie. Donc, évidemment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu as fait ce que tu croyais. À force qu'on te répète champion, 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 tu as fini par y croire. Et c'est exactement, en général, notre vie est le reflet de nos croyances. On va pas aller plus loin, hein. En tout cas, selon les neurosciences, selon un point de vue neuroscientifique, notre vie est le reflet de nos croyances. Donc, Ouais. c'est vrai que, bon, moi, j'ai voulu très certainement prouver à mon père autrement, ou j'ai cru que je pouvais faire le contraire de ce qu'il me disait. Il y a Shaw qui me dit que j'ai été une inspiration et un modèle pour sa carrière. Bah merci. C'est un athlète, un grand champion anglais qui maintenant est entraîneur et que j'ai côtoyé pendant que j'étais en carrière au taekwondo. Mais il n'était pas venu à l'INSEP, il était Si, venu vivre si, un moment. Il était si, venu à un avec moment elle. donné, il était peut-être question qu'il le naturalise, qu'il le récupère chez nous, et puis finalement ça s'est pas fait. Mais hein, c'est un très grand athlète. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas connu et j'ai entendu parler de lui. Donc, hi, Shaw, thank you. Multimédaillé mondial et il a fait aussi les Jeux Olympiques, donc c'est un très grand athlète. Ouais, bon, bah, voilà, il a rejoint la conversation. Il ne doit pas comprendre grand-chose, mais tu Si, aurais pu si, faire la si, version si, anglaise. il parle français et anglais, hein. Ah oui, Oui, c'est vrai. Bah, en même temps, s'il a vécu à l'INSEP, ouais. c'est vrai il a forcément à voir pour le français à un moment. J'en profite pour faire des bisous, hein, parce qu'il y a des gens qui se connaissent depuis le Canada, depuis le Maroc, depuis la Martinique. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à mettre des cœurs, hein, pour que d'autres personnes puissent rejoindre la conversation et à poser vos questions à Mamedi. Continuez à lui faire des coucous, lui à poser des questions comme vous le faites. Pour revenir sur la question de l'après-carrière, ou après le moment où tu as décidé qu'en 2016, tu passais à autre chose, puisque on ne parle pas d'après-carrière avec toi, on parle d'un moment où les choses ont évolué. C'est une Voilà. transition. Une transition. Euh, Qu'est-ce qui a changé
dans ta vie entre le moment avant 2016 et aujourd'hui? On est en 2024. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La liberté. Si c'est ce que tu veux. Non, mais en vrai, la liberté, parce que bah, j'ai un métier d'indépendant. Donc ça veut dire que bah, déjà, je suis en totale autonomie. Qu'au niveau de mes entraînements, j'ai personne qui va me taper sur les doigts, qui va me dire tu viens. C'est pas tant me taper sur les doigts, c'est m'imposer des horaires. Il y a personne qui m'impose d'horaire. Je vais à l'entraînement quand je veux. Avec le cœur, Ah, mais avec ça, une ça liberté. c'est, ça c'est une libération. Quand je parle de liberté, c'est une vraie liberté. Fini les matinées où t'es fatigué, tu te lèves et tu dois aller à l'entraînement parce que c'est l'heure de l'entraînement. Non. Aujourd'hui, je vais à l'entraînement quand je suis bien, en fait. Il y a des gens, il y a des moments, je vais en matinée, des moments l'après-midi, des moments le soir, voilà, des moments où je vais travailler la journée, donc j'ai pas forcément le temps pour aller en journée à l'entraînement. Voilà. Et vraiment, la liberté. Pour moi, la liberté, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Et j'aime la sentir. C'est tout ce qui a changé Non, dans la vie d'avant et non, d'avant. y a pas que ça. Il y a pas que ça. Après, qu'est-ce que je peux prendre en considération Déjà, parle de ton physique, parce que c'est quand même un sujet euh, qui a changé. Ça fait partie des choses qui ont évolué, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as eu cette volonté? Tu t'es dit, moi je connais la réponse, très honnêtement. C'est un sujet qui est très souvent abordé quand on parle avec Mamedi. Mais pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu as eu cette envie de prendre du poids? Pourquoi tu es devenue cette espèce de machine, je le dis, euh, machine à, machine à café? machine. Je bois pas de café, tu me seras pas très utile, mais tu seras utile à beaucoup d'autres, méfie-toi. Comment tu en es arrivé à avoir ce physique? Est-ce que c'était une volonté? C'est pas une volonté de d'être ce que je suis aujourd'hui. Encore une fois, quand je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une évolution. C'est une évolution, mais la base de ce que j'ai voulu quand j'ai entamé un suivi en nutrition, c'était d'avoir suffisamment d'énergie pour la pratique du CrossFit. Parce qu'en général, pour toutes les personnes qui pratiquent le CrossFit la première fois, on se prend une grosse gifle en général. Et On, bon, on, enfin, on, j'ai on, pratiqué très longtemps, mais moi j'adorais, on, en on, on- l'occurrence. on met toute sa vie en cause. Si on a un passé de sportif, on met tout son passé de sportif en Ben, cause. j'ai pas eu ça parce que je venais de l'athlé. Et c'est vrai que l'athlé s'inspire énormément Enfin, le crossfit s'inspire. Il y a beaucoup de choses qui rappellent Ouais. l'athlé. Après, toute la partie gym, j'étais gym avant d'être athlète. Bon, Donc, du coup, peut-être t'as que des j'aurais dit cette. environnements que t'as pu retrouver. Mais nos sports de combat, c'est de la prépa physique, mais vraiment de loin, de loin, de loin. Et la prépa physique, c'est pas forcément là où j'étais le meilleur. Il y a des gens qui étaient largement plus forts que moi en carrière. Sauf que quand on passait au spécifique, bah le spécifique c'est le spécifique. Hein. Donc t'as beau pousser fort la fonte, à un moment donné, faut aussi réfléchir quand tu combats. Donc c'est pas des logiques. C'est pas des logiques, si tu veux. Le fait d'être bon en prépa physique fait que tu es bon dans ta partie spécifique. Hein. Donc ça c'est pour la petite histoire. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais pas d'intention de me transformer physiquement. C'était pas l'intention première. L'intention première, c'était d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir pratiquer mon CrossFit correctement. Ce qu'il faut savoir dans le CrossFit, c'est que quand tu intègres cette discipline, on va beaucoup te parler de nutrition. On va beaucoup te parler de nutrition parce que ils ont une espèce de pyramide avec des échelons et on te fait comprendre très rapidement que si dans la machine tu lui mets pas ce qu'il faut, bah ça va pas pouvoir avancer quoi. Et ça c'est aussi bien pour le CrossFit que pour toute la vie en fait finalement. Et donc moi ce que j'ai voulu faire c'était un petit peu mettre en confrontation mes connaissances, les connaissances que j'avais dans le taekwondo parce que je faisais des petits régimes et la vraie connaissance de la nutrition. Voilà. Et là aussi, j'ai pris des gifles et j'ai vu que bah pendant ma carrière, j'ai beaucoup fait n'importe quoi. Parce que nous, ce qu'on faisait au taekwondo, après c'est peut-être très similaire chez les autres,
on copiait de manière culturelle ce que faisaient en fait les anciens. Mm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est des quarantenaires, on est d'une ancienne époque où les réseaux sociaux n'étaient pas forcément aussi répandus qu'aujourd'hui, et donc l'information, elle ne venait pas forcément directement à nous. Aujourd'hui, je veux dire, même tu connais rien à la nutrition, il y a tellement de choses qui passent que tu peux construire une petite base juste sur les connaissances qu'on va te donner sur une publication ou sur un truc que tu as vu passer à la télé. Tu peux partir sur une base où tu es pas trop loin de la réalité. Nous, si l'ancien il te dit faut manger des côtes de bœuf la veille de l'entrée, la veille de la compétition, bah on aurait mangé des côtes de bœuf quoi, tu vois. Donc tout ça pour dire que on a répété ce que les anciens faisaient, sauf que on a oublié certaines choses et on ne mangeait que la protéine, donc tout ce qui était viande, poisson, œuf, pour pas perdre notre masse Ouais. maigre, donc les muscles. Et on occultait les Les féculents et les légumes, alors que glucides, voilà, c'était alors que les complexe. féculents, c'est les glucides, c'est ton énergie. Tu peux pas, en fait, tu peux les diminuer, oui, mais tu ne peux pas complètement les enlever. Si tu les enlèves complètement, à un moment donné, tu n'avances plus. Et Tu c'est manques de pas en mangeant. sûr qu'il n'y a plus d'essence. Exact. J'ai pas entendu, Et ça a coupé. le pire, c'est que quand tu manques de carburant, ce qui se passe, c'est que ton corps, physiologiquement, va chercher dans tes muscles pour se nourrir. Donc, C'est en fait, ça. c'est pas c'est C'est contre-productif. C'est ça. exactement. Que tu C'est t'affaiblis contre-productif. pour te nourrir alors que tu n'apportes pas le carburant nécessaire à la C'est performance. ça. Quelle relation tu as avec ton corps aujourd'hui? Comment tu le vois, ton corps? Euh, c'est ce qui me permet de jauger si je reste in shape, en forme. Euh, Parce que je définis souvent mon corps comme la conséquence de. Ce n'est qu'une conséquence, mon corps. Mais c'est C'est pas là. esthétique? C'est que esthétique, ton corps? Non, justement. Parce que moi, je ne suis. En fait, si j'étais sur l'esthétisme, je ne ferais pas tout ce que je fais. Réellement. Parce que il y a des choses qui sont contre-productives dans ce que je suis. C'est-à-dire que je pourrais être encore plus balèze que ce que je suis aujourd'hui, mais je ne le suis pas parce que je fais du crossfit, Ton parce que je poids, fais du tu volume, parce que pèses combien là aujourd'hui? 1,86 m, c'est ta taille. Comment tu pèses? je suis à 100 kilos. 100 kilos. Oui. Et tu connais ton pourcentage de masse grasse ou pas? Non, mais je l'ai jamais pris. D'accord. Mais Donc quasiment, alors on va pas dire 100 kilos de muscle parce que c'est pas réaliste, mais on n'est pas loin. Aujourd'hui, t'es que du muscle, quoi. alors après, ma définition. Alors tiens, ça va rejoindre la question que tu m'as posée précédemment. Être costaud mais gras, c'est ce que je vois souvent dans les salles, et c'est ce que je veux pas. Non, parce que pour moi, ma définition d'être un athlète, c'est être athlétique. Tu vois, quand Ouais. tu vois la définition d'un athlétisme, c'est quelqu'un d'athlétique. Dire, tu Athlétique. vois, la référence, Voilà, c'est l'athlète. voilà, tu vois. Quand tu vois un athlète qui fait sa course et qu'après il enlève son haut, c'est un dessin. Ouais, je vois C'est bien. Je vois c'est pas très bien. c'est pas une bulle. Donc pour le coup, je préfère plus ressembler au dessin qu'à la bulle. Et c'est facile d'être massif sous un t-shirt, d'avoir des bras énormes, des pecs énormes et un ventre où il n'y a pas d'abdos. C'est facile. Tout le monde peut le faire. Par contre, être costaud et être tracé, ça c'est pas donné à tout le monde et ça demande une certaine exigence de vie, quoi, une certaine hygiène de vie. Ça veut dire la nutrition, ça veut dire le repos, ça veut dire les entraînements aussi que tu vas faire. Et donc, C'est important pour toi de dégager une image qui est pas comme les autres, qui est pas Monsieur pour, Tout. pour moi-même, déjà, parce que mon style de vie, mon rythme d'entraînement fait que déjà je ne suis pas monsieur, madame, tout le monde. Hmm. Et c'est pour ça que tu vois, ça rejoint ce que je te disais. Mon corps n'est que la conséquence de ma pratique. Donc, euh, indirectement, quand je me vois bien, c'est toujours en relation à comment je suis à l'entraînement en général. Tu vois? Et par exemple, en ce moment, je suis fatigué parce que je suis sur le mois du Ramadan. Je me trouve un peu plus gras. Alors, bien évidemment, le gras de chez moi, c'est peut-être l'idéal de certaines personnes. Mais je parle en connaissance du meilleur de ma De forme. point de vue, Voilà. pas à toi, De en mon fait. point de vue. Ta Comment? propre expérience.
de ta propre référence. Voilà, c'est ça. De ma propre préférence, je peux être beaucoup plus sec. Même si je reste sec aux yeux des gens, c'est pas la période, en tout cas, là, en ce moment, c'est pas là où je vais chercher à être sec, quoi. Je suis en période de jeûne, mes repas sont décalés, je cumule beaucoup de calories dans un temps très restreint. Donc pour le coup, c'est pas le format idéal pour optimiser sa shape pour moi pendant le Ramadan. Euh, mais après, voilà, sortie du Ramadan, bah, je vais commencer à revoir mes glucides parce que quand on arrive vers les mois un petit peu plus chauds, en général, je fais une sèche. Donc l'hiver, je fais de la masse musculaire, donc là, je pousse fort, et puis l'été, je sèche. Donc là, je Pourquoi vais commencer à... à quoi ça te sert? Puisque tout à l'heure, tu nous disais que c'était pas des raisons esthétiques, que c'était une conséquence. Pourquoi? Qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui que tu fasses une sèche? C'est simplement parce que quand l'hiver, en fait, je pousse un petit peu plus, c'est pour prendre de la masse. Mais prendre de la masse, pas pour le côté esthétique, simplement parce que je suis dans de la performance. Je cherche pas un poids précis, je cherche pas une forme précise. Je veux être comme un athlète de haut niveau le plus fort possible, c'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est comme pourquoi un athlète il va tout le temps s'entraîner, tu vois, indirectement. Pourquoi on pourrait très bien dire ah, c'est bon maintenant t'es fort, bah tu t'entraînes juste un petit peu pour maintenir. Pourquoi Teddy Riner qui est aussi fort, qui a remporté tout ce qu'il a remporté, pourquoi il se met des races en entraînement? Hmm. Pourquoi il pourrait pas juste se contenter de se maintenir? Parce que ça fait partie de notre ADN. Le but, c'est d'être le plus fort possible et de repousser indirectement, parce qu'après, si on parle de l'âge et de la physiologie, de repousser bah, la dégénérescence de mes capacités. Plus je vais être en forme et plus je vais me maintenir dans le temps. Plus par contre, je vais laisser aller de manière naturelle mon corps perdre ses capacités, perdre sa force, et plus vite je vais dégringoler. Et si je dégringole, bah mon état de santé va dégringoler aussi avec. Tu vois? Donc Et j'ai presque envie de dire, j'ai- tellement ta santé mentale va dégringoler ou pas? également, clairement, mais clairement, c'est un tout, hein. C'est un tout. Qui se complaît à se voir dépérir et se sentir, ah, je me sens super bien. Non, ça n'existe pas. Ça nous touche Ça forcément quelque part. préfère fermer les yeux. C'est une autre Donc, façon de voir, disons. donc, fermer les yeux, ce n'est pas aussi être en phase avec la réalité. Alors, je suis d'accord. Voilà, Je suis d'accord. Et simplement. parfois, ça permet de survivre à d'autres situations. Ça devient Oui, mais après c'est encore une histoire de contexte. Mais là, dans le contexte où on est sur quelque chose de safe, juste le parcours de la vie, il n'y a aucun plaisir à se voir dépérir. C'est pas plaisant. Par contre, moi, je prends plaisir à me voir avancer dans l'âge, dans les conditions telles que j'avance. En fait, j'ai pas peur de vieillir. Parce que de toute façon, on va vieillir. Ça, c'est pas le problème pour de moi, quoi ça. tu as peur? C'est comment, en fait, c'est comment tu vieillis, en fait. C'est ça le plus important pour moi. Et, et si on parle des peurs, bah, ma peur, ça serait tu vois, par exemple, voilà, quand je suis fatigué et que, il faut que je prenne du repos. En fait, pour moi, l'arrêt du sport, mais l'arrêt vraiment total, il commence par un jour. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord? Donc ça veut dire que quand je prends même déjà un jour de repos, soit je suis fatigué et je le prends avec plaisir ce jour de repos, soit je suis pas vraiment fatigué et tu vois ce jour de repos c'est dur, C'est tu dur. vois? Et Ah la c'est blessure, dur. elle qui te dit, est-ce que tu as peur de la blessure? Non mais la blessure c'est au quotidien, c'est mais t'y penses pas. Tu peux pas penser à la blessure. Si Non, déjà est-ce si que tu as tu peur si Oui, ouais, c'est ça, tu as raison. C'est penser à la blessure, en bah quelque part. si tu penses à la blessure, déjà dans la mécanique de ton mouvement, il va se passer des choses qui ne devraient pas se passer. Alors, peut-être que la question est comment tu vis la blessure? Mal. Mal, parce que par défaut, ce que je viens de dire, il y a... le blessé n'arrête pas. Oui, bah,
Mais je pose des questions, L'adaptation. même si je connais une partie des réponses. Je sais très bien que tu vis mal les repos, je sais très bien que tu vis mal les blessures. Alors, c'est difficile pour tout sportif de haut niveau de vivre bien la blessure. Hein. J'ai jamais entendu dire, oh, je suis blessé, mais c'est ok, c'est cool. Ça arrive jamais, évidemment. Mais on peut le vivre plus ou moins bien. Surtout aujourd'hui, où tu n'as plus d'échéance, je veux dire, Bien au aussi contraire. grande. Hum. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, Martin, je vais te raconter une anecdote. En 2017, donc un an après le début de ma pratique de CrossFit, je fais une rupture du tendon d'Achille au CrossFit. D'accord? Ok, Et là, c'est la rupture partielle. totale, Ah totale. ouais, donc tu te fais opérer. Ouais, ouais, totale. Donc là, c'est la première fois que je me blesse gravement en dehors du circuit de haut niveau. Toi, tu le sais, mais les gens ne le savent peut-être pas. Quand on est sportif de haut niveau, quand on est blessé, le jour même, on a vu médecin, on a fait IRM. Si c'est pas le jour même, c'est le lendemain. Ton opération ou ton intervention, quoi qu'il arrive, elle est limite 3 jours après. Allez, si c'est au plus tard du plus tard, c'est une semaine après. Dans le monde de monsieur, madame, tout le monde, il y a des gens, ils se font des croisés, ils ont des opérations 6 mois après, 1 an après, 3 mois après. Nous, on est déjà dans la convalescence à ce moment-là. On est déjà en train de revenir. Bien sûr, Donc, le parcours thérapeutique est totalement différent quand tu es sportif voilà. de haut niveau. Et donc là, pour la première fois, bah, je dois rentrer dans ce circuit-là, tu vois. Alors, j'ai encore de la chance à ce moment-là, puisque j'ai gardé contact avec l'INSEP, avec les médecins, avec tout ça. Au départ, je me fais donc on me fait mettre un plâtre, on me met un plâtre parce que quand tu as une rupture du tendon d'Achille, tu as deux alternatives. La première, un plâtre et le tendon se remet tout seul avec le temps, au bout de 2 mois, je crois si je dis pas de bêtises. Ça Mais dépend de la le rupture, mais ouais. le oui le le risque, c'est que le tendon il peut se remettre comme ça ou bien comme ça ou bien comme ça, voilà. Mais il n'y a pas de certitude. Et donc, s'il se met comme ça, bah, ça peut répéter. Euh, donc, pour le coup, je prends quand même rendez-vous avec le médecin de l'INSEP qui me dit, non, mais Mamedi, en plus, toi, connaissant ta pratique et voilà, faut que ça tienne et tout, il vaut mieux que tu subisses une opération parce qu'au moins, déjà, il sera bien remis. Et puis, pour l'après, on est sûr que ça va tenir. Donc de là, je repars, on va dire, un petit peu dans le circuit haut niveau, dans la gestion de mon opération. Je suis opéré et après, je suis livré à moi-même. Et puis là, je rentre dans la réalité de Mamedi. Je rentre dans la réalité d'une personne blessée dans la vie active. La première chose que j'ai Une pensé, personne c'est lambda, ouais, on mais la dit. première chose que j'ai pensé, alors, une chose que j'ai oublié de dire, personne blessée, indépendante dans le travail. Sauf que Ouais, quand tu es indépendant, il n'y a pas d'arrêt maladie en fait. mais non, tout à fait. Et le temps de ta maladie ou ta convalescence, euh, si tu fais pas rentrer dessous, tu fais comment? Tu comprends ce que je veux dire? Et j'étais en béquille, donc faire des photos en béquille, c'est compliqué, tu vois? Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais limite, quand t'es en carrière, c'est moins pire. Parce que en vrai, on est là à dramatiser parce que il y a telle échéance, tu vois. Mais là, t'es dans ta vie en fait. T'es dans ta vie, il faut faire rentrer des sous. Tous les mois, t'as ton loyer. Tu peux pas rester en convalescence, béquille, à rien faire pendant des mois et des mois. C'est pas possible, Donc tu c'est vois. déjà après ta décision de 2016. On parlait des changements après la carrière. Ça en fait partie. Déjà, ne serait-ce que l'environnement médical et la manière de soigner une blessure. Est forcément différente. Oui, mais je l'ai appris à mes dépens. À mon C'est avis, pas, je veux on dire, c'est pas un truc où tu te c'est dis pas bon bah pareil. tiens, je vais faire des soins, tu vois. Ça, je le savais. Et puis de toute façon, quand t'es plus dans la place, sur le site de l'INSEP, tu sais très bien que bah la priorité va aux athlètes. Et par défaut, en fait, tu te le dis à toi-même, jamais je vais passer devant un athlète qui est en prépa sur l'année et même en dehors des Jeux de Paris. C'est une logique en fait, tu vois. Mais voilà, comme j'avais gardé quelques contacts, tu passes toujours un coup de fil pour voir si s'il te reconnaît au téléphone. Et puis tu fais ta demande, tu vois. Donc ça a été une réalité. Et pour te dire l'anecdote, je fais une prise de vue à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, je travaillais pour l'équipe magazine. Il me pose la question si je suis disponible pour un shooting. Je réfléchis en 2 secondes et je leur dis quand même que je suis béquillé, mais que je peux le faire quand même. Mais ça a été une galère.
J'y suis allé. Alors pour l'anecdote, Bah, c'était une déjà, prise il de faut vue avec réel alors que tu as des béquilles, alors que tes trucs. J'y étais pas tout seul, j'y étais pas, je suis parti avec un assistant, et c'était une prise de vue avec les Monégasques, et à ce moment-là, il y avait Kylian Mbappé qui jouait justement à Monaco, et il faisait partie des personnes que je devais prendre en photo. Il y avait Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, ils étaient cinq personnes à prendre en Mhm. photo. Et donc je me retrouve à traverser le terrain en béquille, à me prendre une béquille sur un bras, faire le shooting comme ça. Mais franchement, c'était du grand n'importe quoi. Mais j'ai eu qu'une seule prise de vue pendant cette période de convalescence. Mais j'aurais pas pu en avoir 50, quoi, j'aurais pas pu en avoir beaucoup parce que juste la gestion de la prise de vue, c'est compliqué. Le truc qui paraît simple à la base, tu veux te déplacer, c'est une mission à chaque fois. Tu vois? Puis à ce moment-là, de toute façon, même si j'étais opéré, j'avais quand même le plâtre, tu vois? Donc non, non, c'est quand même assez particulier d'être d'être blessé en après carrière parce que Accompagnement. dans mon profil, je suis indépendant et que j'ai pas d'arrêt maladie quoi. On va saluer tous ceux qui nous regardent et qui continuent à nous faire des coucous, notamment Roméo hein, qui est connecté. Alors avant de te laisser aller faire ta rupture de jeûne, de nous laisser faire notre rupture de jeûne, puisque moi aussi je suis concernée, je vais revenir, puisque nouvelle rubrique fait partie maintenant de l'émission, enfin du live. On va partir sur les 5 pôles majeurs du changement, parce qu'il y a quand même une. Alors on va parler d'évolution avec toi. Il y a eu j'ai identifié 5 pôles de grands changements après la grande décision d'arrêter sa carrière. Et tu vas me dire, quand je vais te dire les mots, ce que ça t'évoque. Soit une anecdote, soit une définition, je sais pas. Peu importe ce qui te passe par la tête, quand je te dis le mot, on verra ce qui sort. Ok, Right. C'est bon c'est... On a l'impression que c'est question pour un champion que je vais lancer là. let's go. Non, mais c'est pas des. Je te rassure, rien de bien compliqué. Si je te dis rythme de vie, qu'est-ce que ça te dit? Je dois répondre un mot ou une phrase Non, tu dis ce qui te vient. Est-ce que c'est une anecdote qui te vient? Est-ce que là on est dans l'évolution de carrière, dans Ah, l'évolution de vie ok, après la 2016. oui. Si je te dis rythme de vie, Ah, qu'est-ce que ça t'évoque bah par rapport à atypique, avant? atypique. J'ai un rythme de vie atypique, c'est pas le rythme de tout le monde. Comme je l'ai dit, hein, je suis indépendant, donc déjà dans ma manière de travailler, j'ai pas forcément un cadre avec des horaires fixes. C'est quelque chose de très malléable. Et finalement, ce cadre-là, il se retrouve aussi dans ma pratique parce que ma pratique sportive, parce que je m'entraîne pas forcément aux mêmes horaires. Je m'entraîne entre guillemets quand j'ai envie et pas forcément par contrainte. Donc ça reste quand même un plaisir, même dans la plage horaire que je vais me donner dans la journée. Je ne suis pas militaire dans les emplacements de mes entraînements. Tu vois, je vais pas m'imposer un 6 heures si je suis fatigué. Je vais me reposer, j'irai peut-être l'après-midi ou finalement le soir, tu vois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible dans son rythme de vie. Au contraire, c'est toujours aussi imposé, voire plus dur. Non, je suis plus flexible aujourd'hui. Tu te laisses Je suis plus le choix de flexible. te reposer tu te laisses le choix de pas y aller quand on n'a pas envie. Oui, aussi, aussi parce que c'est la réalité. C'est à un moment donné. Mon investissement est tellement énorme qu'il y a des moments où j'ai plus d'énergie. Comme aujourd'hui, hein, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai coaché quelqu'un et puis derrière, je me suis dit, je vais faire un petit entraînement. Je savais que j'étais fatigué, hein, mais je me suis dit, je vais faire un petit entraînement et puis en bougeant un peu, j'ai vu que pas d'énergie. Et hier, c'était pareil, pas d'énergie. Je me connais tellement que quand mon niveau de performance il baisse sur des performances qui sont justement pas des performances, euh, je me dis, bon, il vaut mieux que je me repose. Parce que, par expérience, et ça je le dis parce que c'est déjà passé, par expérience, j'ai déjà poussé la machine dans les moments où je suis fatigué, mais en termes de récup, ça me coûte beaucoup plus en fait. Après, derrière, il me faut encore beaucoup plus de temps pour récupérer justement de cet investissement que j'ai mis dans une séance où je n'avais pas l'énergie nécessaire. Donc aujourd'hui, je continue d'apprendre de mon corps. Là, il y a quelques temps, en fait, je dis quelques temps, c'est même quelques jours.
Je suis sorti d'une pubalgie, mais ça, c'est à cause de mon rythme d'entraînement. Je m'entraînais trop. Et je finis par avoir des choses dans mon corps qui font que quoi, qui me montrent que c'est pas forcément le trop qui va m'amener vers le meilleur niveau, tu vois. Mais Aujourd'hui, les... ça c'est dur à comprendre pour un Hmm. athlète, pour n'importe quel athlète, n'importe quelle discipline. On fonctionne dans le volume d'entraînement. On se dit que le volume d'entraînement m'amènera à tel niveau, tu vois. Sauf que à un moment donné, quand ton corps, aux ta États-Unis tête, elle veut. de Hmm. rythme d'entraînement. Et il me disait, aujourd'hui, tu es en repos. Et je me mettais à pleurer en disant, non, je veux pas être en repos, je veux m'entraîner. Parce qu'on est Bah oui, persuadé. Et si on est persuadé, on oublie que la performance réside aussi dans le repos. bah oui, mais il faut le ressentir en fait ça. Et c'est pour ça que quand je te parle d'expérience, dans les moments, il y a des moments où j'ai été très fatigué, je me suis entraîné quand même. Alors c'était aussi lié au fait que j'étais en déficit calorique, donc forcément moins d'énergie et tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai augmenté mes calories, donc j'ai pas de déficit, j'ai l'énergie nécessaire en tout cas pour pouvoir m'entraîner et au-delà de l'entraînement en fait, parce que c'est pour ça que je vais me sortir même carrément de la partie sport. Quand tu es en déficit, tu es fatigué tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est que tu te lèves, tu as fait ta nuit, tu te lèves, tu es fatigué pour la journée en fait. Il y a aucun moment où tu sors de cette fameuse fatigue là, tu vois. Et donc quand je me mets à comparer justement les différents niveaux de forme que j'ai pu avoir, c'est là où je me dis mais ah non mais ce jour-là où j'ai été à l'entraînement fatigué, mais j'étais extrêmement fatigué en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'apprends de tout ça et je vois aussi mon niveau de performance, c'est-à-dire que bah, les moments où je vais extrêmement fatigué, où je me dis bon vas-y lâche pas, allez t'y vas, j'y vais au mental. En vrai, en termes de performance, je sors pas je sors pas des trucs hyper haut en termes de niveau, tu vois. Alors que quand je me sens en forme, les trucs où je galérais en fait quand j'étais fatigué, quand je suis en forme, ça me paraît facile. Mais vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que je continue à apprendre et il faut passer par ça. Il faut passer par ce ressenti pour comprendre, tu vois, qu'à un moment donné, ta récup, c'est pas juste parce que c'est bien, tu vois. C'est qu'à un moment donné, Ça fait partie ça joue sur ta performance sur le jour même, mais ça joue également sur ton évolution. Parce que si tu es fatigué, si ta performance à 100%, elle est là, bah, tu vas être peut-être à 50% le moment de ton entraînement. Alors que sur une journée où tu es plutôt en forme, tu vas pouvoir élever ton niveau de performance peut-être à 70%. Et en termes d'évolution, comme je t'ai dit, ce sera beaucoup plus bénéfique. En termes de récupération, ce sera également beaucoup plus bénéfique. Et en fait, tu t'y retrouves à tout point de vue, tu vois. Et moi, je me surprends là, ces derniers temps, à un petit peu moins m'entraîner, mais à avoir un niveau de performance qui est peut-être même meilleur, parce que pour le coup, chaque jour où je vais à mon entraînement, bah, je suis bien, et ce que je donne, bah, me pousse, je peux pousser mon corps en fait vraiment à son maximum, et en fait, je me sens mieux. Alors que quand tu y vas fatigué et que cette période de fatigue elle est longue, en fait, à part tenir au mental, il y a rien de, il y a rien de productif en fait. Il y a rien de productif. Donc finalement, Donc c'est la réalité, c'est qu'il faut s'écouter et savoir prendre du repos, si je comprends bien. mais ça se prend aussi, mais tout ça se prend grâce à l'expérience que tu crées avec le temps, tu vois. J'ai j'ai beau eu avoir une carrière, 8 ans de CrossFit, c'est que maintenant que, tu vois, je commence à comprendre. Donc on est têtu, hein. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, bah, il faut aussi à un moment donné connaître, comprendre son corps, euh, éviter la blessure, tu vois. Et parfois, il faut peut-être justement se, se blesser pour vous comprendre, tu vois. On a tous des parcours différents, hein, encore une fois, mais moi, je sais que les blessures, elles m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Pour poursuivre sur la rubrique d'évolution après de vie après la carrière, on vient de parler du rythme de vie. J'en profite pour saluer Malia Metella qui s'est connectée et qui était dans ce live la semaine dernière. Donc, si vous voulez aller le voir, il est disponible sur son mur. Malia Metella, vice-championne olympique de natation, et sur mon mur également. Donc, si je te dis finance, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui a changé entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui côté finance? Alors, bah, j'ai eu beaucoup de, De haut et des bas.
Ouais, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, en fait, j'ai jamais été à un niveau fixe toute ma vie même. En fait, je vais même pas parler que de ma carrière, mais toute ma vie, parce qu'en carrière, j'ai tout connu. J'ai connu les bourses. J'ai eu la chance, quoi. Est-ce que c'est de la chance? En tout cas, Non, c'est pas de la chance. J'ai fait partie du groupe de tête en fait référence qui pouvait bénéficier de primes quoi de bourses parce que j'ai des primes à la performance mais ça n'a rien à voir. Des bourses bah, qui te permettent bah, de survivre hein, parce que personne ne peut capitaliser sur des bourses. Donc j'ai été intégré à ce groupe-là pendant quelques années. Bah, donc quand t'as ta petite bourse qui peut être évaluée entre 4 000 et 6 000 euros, quoi, 4 000 entre 2 000 et 6 000 euros quand c'est au maximum, bah ça te permet de respirer un petit peu, mais c'est des sommes qu'il a fallu gérer pendant de longs mois. Et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler en 2007 avec la photo, parce que j'ai commencé mon travail de photographe en parallèle de ma carrière. ouais, Euh, on connaît beaucoup de tes réalisations. Hein. Enoch Effa, qui fait partie notamment de mon podcast. oui, Tu as une couverture. Alison Pinault, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, la handballeuse qui est une légende hein, dans le handball. Tu fais partie de ceux qui ont immortalisé son portrait. Et mm, on régulièrement, notamment dans l'équipe magazine, on a vu passer tes photos sans savoir que c'était toi. Donc pour tous ceux ah, qui rejoignent la discussion et qui connaissent pas Mamedi Doukara, c'est un champion du monde de taekwondo, mais l'œil du photographe, celui dont on voit un seul œil parfois. Et donc donc, pour le coup, voilà. Après, à un moment donné, j'ai commencé à travailler donc en parallèle de ma carrière. Donc, je faisais rentrer aussi bah, directement avec mon travail bah, de l'argent. Donc ça, c'était quand même assez plaisant. Et puis à un moment donné, j'ai eu aussi, alors toujours dans ma carrière, j'ai bénéficié d'un CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle. C'est un partenariat. Donc moi, j'étais en partenariat avec la police nationale. J'étais en contrat d'image avec eux, donc je n'avais pas à travailler dans leurs locaux. J'étais simplement là en présence dans l'année sur deux événements. Ils avaient un événement au salon de l'auto où ils faisaient une présence, où il y avait une présence physique, et un autre événement, je me rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était un rassemblement de tous les sportifs justement qui étaient sous contrat avec la police nationale. Et c'est les seules, entre guillemets, contraintes qu'on m'imposait, qui n'en étaient pas, hein, bien évidemment, pendant ma carrière. Donc ça, j'en ai bénéficié pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on touchait là à peu près 1 500 euros. Donc c'était l'équivalent d'un SMIC. Euh, et voilà. Et puis après, au final, bah, indépendance totale. c'est que toute ta vie, ça a été plus ou moins ça. Et c'est vrai Oui, en tant qu'entrepreneur, c'est une réalité aussi. oui, En fonction des moments de vie, on a plus ou moins de boulot. c'est ça. Donc, la différence, en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas marquante sur ce sujet-là. Alors, la, 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 la différence, on va dire de manière concrète, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment sans filet. C'est-à-dire que si je fais rien rentrer, il y a personne, il y a pas une autre source de revenus qui va venir m'aider dans ce que je peux avoir finalement en rentrée financière. Quand j'étais athlète, j'ai mes rentrées personnelles et j'avais de temps en temps les rentrées qui étaient liées au sport. Les Une prime bourses. à la performance parce que tu as gagné une compétition majeure, une bourse, un contrat, un CIP, bah ça te permet Tous les trois de comptes vivoter, pas, bien sûr. d'amener le minimum syndical tous les mois et de faire rentrer avec bah, tes rentrées privées ce que tu peux, et là ça part comme du bénéf entre guillemets. Là aujourd'hui, ce que je gagne, c'est directement par mois en fait, et il n'y a pas de source externe. Donc C'est une pression. c'est la vraie différence. J'ai pas entendu. Tout à l'heure, tu parlais de liberté d'entraînement. Là, pour le coup, c'est plutôt une liberté, mais qui est un peu oppressante parfois. Bah oui, parce qu'en tant qu'indépendant, bah tu cours un petit peu chaque mois après ton mois, quoi, tu vois. Et que tous les indépendants connaissent ça entre guillemets. Alors soit ils sont dans la grosse charge de travail et pour le coup bah ils ont pas vraiment de vie, ou bien ils courent un petit peu pour pouvoir obtenir le minimum syndical pour vivre et survivre, quoi.
Donc c'est des périodes qui sont variables. C'est des périodes qui sont variables en toute honnêteté. Euh, et c'est pour ça que je suis polyvalent dans mes activités, que je fais du coaching, de la nutrition, en plus de mon activité principale de photographe. Et Donc, d'ailleurs, on me connaît, par exemple, parce que beaucoup de personnes me suivent sur mon Insta sport, parce que j'ai un Insta aussi dédié à la photo. Beaucoup prennent en référence le coaching et la nutrition comme mon activité principale parce qu'ils me connaissent uniquement à travers ce prisme, mais ne me connaissent pas forcément sur le prisme de la photographie. Donc tout dépend à quel moment les gens ont pris connaissance de ma personne. Mais pour ceux qui me connaissent depuis un peu plus de 10 ans, voire 15 ans, ils savent que la photo est mon métier principal. ouais, et donc, tu as finalement, tu as puisé dans ton expérience de vie, dans cette transformation, dans ta nutrition, ton parcours, pour apporter tes connaissances et ton expertise à ceux qui viennent la demander, tout simplement. Donc, Exactement, c'est ça. la question de la finance. Si je te dis identité, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais on va aborder différemment cette fois. Est-ce qu'il y a une différence d'identité? Est-ce que c'est exactement le même? Oui, je pense que je suis toujours le même. En tout cas, intérieurement, moi, je me vois toujours comme le même. Je me vois toujours comme le même. Je m'identifie comme un sportif. Et puis, de toute façon, même si je ne m'identifiais pas comme un sportif, mon corps, en fait, alors, je vais trouver la bonne formulation parce que là, je suis en train de mélanger tous les mots. Les gens me rappellent mon corps quand moi, je n'ai pas envie d'y penser. D'accord. On fait référence à ton corps. L'ex- L'exemple concret, je vais en vacances, je mets un débardeur, j'ai tout le monde qui me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Là où moi, je suis en vacances, je suis à la cool, je suis en débardeur. Donc, tu vois, dans la casquette du sportif, j'ai le corps en fait qui parle pour moi, tu vois. Et même si je vais même quand je vais au-delà De sportif. comment? Donc, tu as gardé une identité forte de sportif puisque Oui. tu le portes sur. Et voilà, et même j'ai dit un débardeur, mais même quand je suis bien couvert, même quand j'ai ma grosse doudoune, on va me dire waouh, vous êtes impressionnant, vous êtes sportif. Il n'y a pas plus tard que Hmm. Là, on voit pas là. Non, mais sérieusement, il n'y a pas plus tard qu'il y a allez 2 semaines, 3 semaines, il y a un monsieur qui m'interpelle dans le métro et qui me dit oh, vous êtes costaud, hein, on sent que vous avez fait du sport. Et moi, je me regarde, je me reluque, j'avais une doudoune longue, tu sais, les doudounes longues de footballeurs, bien matelassée. D'où, en fait, tu vois que j'ai une shape derrière une doudoune. Et je lui dis, mais ça se voit pas. Il me dit, ah non. Il me dit, non, non, ça se voit. Ça se voit. Ce qui m'amène justement sur la question du physique. Alors, il a Oui. évolué, ce physique-là, dans ton cas, pour le meilleur. Bah, tu sais, regarde, quand je fais Il y a des gens qui te disent qu'ils te préféraient avant. oui, j'ai déjà vu sur les réseaux, il y a des gens qui vont dire, ouais, je préférais le Mamedi d'avant, mais déjà, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Je suis pas là je suis pas là pour être là pour les gens. En fait, c'est mon corps. Donc, ce qui devient, bah, si moi ça me plaît, il y a pas de souci. Comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, je ne fais pas. En fait, parfois on me pose la question, mais où est-ce que tu vas t'arrêter? Mais en fait, moi dans ma tête, j'ai jamais commencé quelque part. Sous-entendu, mon projet, ça a jamais été d'être ce que je suis. En fait, ce que je suis, ce n'est que juste parce que je m'entraîne et que je mange. Donc en fait, non mais il n'y a pas de projet en me disant il faut que je sois à 105 kilos, il faut que je sois costaud comme ça. Non, en fait, je m'entraîne. Donc c'est normal et c'est quelque chose de normal justement physiologiquement parlant, avec les charges que je m'impose à l'entraînement et le fait d'être bah, aussi régulier. Tu prends n'importe quel athlète, s'il n'a pas de limite de poids, bah, c'est normal qu'il prenne en masse musculaire. Tu prends Teddy Riner. Prends Teddy Riner à ses 18 ans, prends Teddy Riner aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, C'est un poids lourd, donc et il est l'objectif bien dans la même configuration. C'est un poids lourd, donc il peut manger sans limite, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'il faut quand même qu'il puisse rester mobile. Donc, il y a une limite certainement à un certain poids où il sait que non, mais à ce poids-là, je peux plus bouger.
Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que il peut manger, d'accord, librement, et il s'entraîne. Et de manière naturelle, tu vois que entre ses 18 ans et l'âge qu'il a aujourd'hui, il est dans la trentaine, si je dis pas de bêtises, il s'est transformé. Il a pas le même corps. C'est un bébé, hein, quand on regarde Ah finalement ce bah, qu'il était à 18 ans. il est arrivé à 13-14 ans, il me semble, à l'INSEP, donc forcément. Et Non, il était, non, 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 il est arrivé à quel non, non, il était un petit peu plus vieux. Je me rappelle parce que ça, c'est une anecdote aussi que je me mais souviens. il Il y avait a un un, physique qui était déjà impressionnant quand il est arrivé à l'INSEP. ben, Surtout, je sais plus il avait pas 14 ans. Non, il ouais. avait plus que 14 ans, ça c'est sûr. Il semblait avoir vu passer une interview où il disait qu'il est arrivé là et que les mecs de 13 ans dans sa chambre pleuraient. Mais c'est vrai que ça fait un peu tôt, c'est plutôt les gyms qui sont à cet âge-là. Mais il me semble qu'il est arrivé plus tôt que les autres judokas à l'INSEP. Mais bon, ça. Peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, regarde son Oui, parcours. bien Moi, au sûr. final, tu sais, les gens, ils oublient que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 8 ans que j'ai arrêté le taekwondo. 8 ans. 8 ans que je m'entraîne CrossFit à fond, 8 ans que je mange en mode prise de masse. Déjà, juste dans ce que je mange, ceux qui me connaissent, que j'ai pu inviter à la maison à manger, ils savent très bien que mes assiettes, c'est pas des assiettes, c'est des saladiers. Et c'est pas pour mentir, hein, c'est pas pour enjoliver le truc, c'est que dans une assiette, tout ne tient pas en fait. Et c'est plus facile de manger dans un saladier. Et ça pendant 8 ans. Tu dois avoir un budget alimentation qui doit être incroyable. Avec l'inflation, laisse tomber. N'invitez donc pas Mamedi à dîner ou à déjeuner. Habillez-le, c'est peut-être plus facile. Et encore, quoique, je Eh sais ben, tu pas. vois, regarde, il y a Aurel qui rigole. Ouais. Aurel, elle sait très bien. Voilà, Aurel, Monsieur Patate Douce. liste dont on parlait. Aurel, elle m'a déjà vu Et manger. Aurel Elle me sait très bien. dit douce. Non, mais enlève douce, c'est juste patate en fait, Aurel. Donc, tout Pour ma ça pour... dernière question sur les pôles de changement, euh, je vais parler de l'entourage, mais j'ai envie de poser une question, puisque c'est un nom qui est revenu régulièrement dans cette interview, dans ce live. Euh, Quel regard ton père pose sur toi aujourd'hui? Alors, bon. Aujourd'hui, au long de ta carrière. Alors, mon père, aujourd'hui, il va plus être dans le fait de me dire euh, que j'ai rien à prouver. En fait, moi, je m'entraîne comme si j'avais des choses à prouver. Et là, de plus en plus, je suis en train de l'écouter. Là, je suis dans une période de ma vie où il y a plein de choses que je suis en train de voir différemment par rapport aux conseils qu'il me donne. Mais il me dit à chaque fois, ah, t'as fait en fait, t'as fait ce que t'avais, quoi. Pas t'as fait ce que t'avais à faire, mais t'as déjà prouvé en Il fait. comprend T'as été pas sur... pourquoi, Non, 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 tu. non, 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 il est pas dans l'incompréhension. Il est pas dans Non, non, l'incompréhension. c'est une vraie question. Je pose la question. Est-ce qu'il comprend pas pourquoi il te dit? S'il te dit t'as rien à prouver, pourquoi il te le dit alors? Dans mon investissement, le fait que je pousse à fond, que tu vois, et c'est vrai, à force de me le dire, moi-même dernièrement, je me suis dit, mais en fait, je vais me mettre en dualité avec des personnes avec qui, sans prétention, hein, avec qui normalement je dois même pas donner l'heure. Non mais pas en termes de niveau, attention, hein, mais j'ai déjà prouvé ce que j'ai eu une carrière. Ouais. En fait, j'ai eu une carrière, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai un palmarès qui est honorable. Pourquoi aujourd'hui, avec des nobody, je vais aller me tuer à l'entraînement pour prouver que, tu vois? Et en fait, C'est ça, ma j'ai réussi. dernière question, tiens. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Non, mais alors attends, j'ai réussi aujourd'hui à l'intégrer. Déjà, j'ai réussi. Aujourd'hui, ça, tu vois, à force de me le répéter, aujourd'hui, la caisse de résonance, elle est beaucoup plus claire pour moi. Là où je vais me stresser des fois parce que on me met en concurrence avec certaines personnes. Là où je vais me dire, ouais, il faut que je sois meilleur qu'un tel. Alors qu'en fait, je me suis dit, mais à la base, il faut que je revienne euh, sur le pourquoi j'ai continué le sport après ma carrière. J'ai continué le sport après ma carrière pour rester, comment dire, en forme, pour pas prendre du poids, pour prendre du plaisir à l'entraînement, pour voilà, pour rester en forme physique, pour me respecter. et, et en fait, comme tout à l'heure je te disais, ce truc-là, bah en fait, il a évolué au point de
j'en ai oublié en fait de pourquoi j'ai commencé ce truc-là. Et je suis reparti dans un truc hyper compétitif, hyper, tu vois, parce que c'est mon ADN et Est-ce que que tu prends du plaisir dans cette vie-là? est-ce que je prends du plaisir dans cette vie-là? Ouais. Oui. Non, mais oui, en fait, j'essaie de comprendre l'inverse aussi. En fait, je me pose la question, est-ce que je prends pas de est-ce que je prends pas de plaisir? Tu vois? Si je prends du plaisir, pour moi, c'est un challenge. Aller à l'entraînement, c'est un challenge. Faire mon entraînement, c'est un challenge. Maintenir ce que je fais, c'est un challenge. Et moi, je me nourris par le challenge. Tu vois? Si j'ai pas de challenge, c'est là où je m'ennuie. Si je suis dans un truc monotone, je serais malheureux. Même mon travail, indirectement, c'est un challenge. Tu fais une séance photo, ouais, c'est cool, mais c'est pas une finalité. Tu dois continuer à produire, tu dois continuer à être meilleur, tu dois continuer à être bon. Si aujourd'hui je fais plus de photos et que je fais des photos qui sont pas intéressantes, on va me définir dans mon présent. On va pas me définir en disant, ouais, mais il faisait des bonnes photos avant. Tu vois? Donc, je suis dans des schémas de répétition où, indirectement, je dois prouver que j'ai les capacités, tu vois. Sauf que dans le sport, là, j'ai redirigé, en fait, le pourquoi, tu vois. Je suis revenu à ma base, d'arrêter de me prendre la tête soit peut-être me mettre en comparaison avec les gens ou quoi que ce soit. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Et donc, pour le coup, de temps en temps, pour le plaisir, je vais me mettre en compétition pour tester mes capacités, pour donner du sens à mon investissement à l'entraînement, pour me challenger. Mais je ne cherche pas à être le meilleur crossfitter français. Je ne le serai pas de toute façon. Tu vois? Et du coup, Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui? qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Hmm. De gagner de l'argent. Gros bisous, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris sur ton temps. Je vais aller faire la rupture du jeûne pour aller manger. Ça a été un vrai plaisir de découvrir les anecdotes de ta vie, même si j'en connaissais une partie, j'en ai découvert d'autres, de découvrir ta philosophie de vie. Voilà, que le sport ne s'arrêtera pas jusqu'au bout. Tu seras sportif de haut niveau. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à écouter ce live, à poser vos questions. Et puis, n'hésitez pas à le retrouver. Hein, vous allez le retrouver en podcast sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Avec Mamidi. plaisir. Allez, n'oubliez pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi sur ma page, sur sa page pour ne rien manquer. Je fais des bisous. Allez, à bientôt pour le live de The Glad One. Bye bye.